Il était une fois, dans un pays lointain, un héros qui, à lui seul, parvint à vaincre le roi démon. Sur leur lancée, les humains se sont emparés du château de ce dernier. Désormais, l'humanité n'a plus à trembler devant le roi démon. Mais pas question de se laisser distancer par les humains. Le peuple des démons a alors organisé un grand tournoi pour trouver le digne successeur au trône vacant du roi démon. Et c'est Vermilio, l'un des 4 rois célestes, qui a pris les rênes de l'événement. L'organisateur adjoint, Céon. Après les éliminatoires, plusieurs candidats sortent du lot et s'annoncent même plus redoutables que le défunt roi démon. On a rassemblé des vidéos des épreuves, et le profil le plus intrigant est sans conteste celui de Helk. Il s'agit du héros de l'humanité. En apprenant ça, Vermilio panique complètement. Mais pourquoi diable avoir accepté un humain? Eh bien, d'abord parce que le règlement interdit toute discrimination, et ensuite parce que Helk a lui-même déclaré qu'il détestait les humains et voulait tous les exterminer. Pourtant, Vermilio reste persuadé que c'est une comédie. Si on ne fait rien, on va tous y passer. Mais on ne s'en fait pas, car Helk a signé un pacte magique. Grâce à ce serment, aucun candidat ne peut faire de mal à qui que ce soit en dehors du tournoi. Et inversement, personne ne peut s'en prendre à lui non plus. Vermilio craint que Helk ne profite de ce pacte pour éliminer en douce tous les candidats ayant le profil d'un roi démon, mais Helk combat à la loyale et respecte profondément ses adversaires. Malgré tout, Vermilio refuse d'y croire, aucun démon n'acceptera jamais un humain sur le trône. Sauf que le public, lui, est déjà conquis. Vermilio trouve que les démons sont bien trop stupides, et que c'est pour ça qu'ils perdent toujours face aux humains. Elle est tellement hors d'elle qu'elle fait exploser le château. D'autant qu'elle n'a aucun moyen d'éliminer Helk, qui a déjà atteint le niveau 99. Alors qu'un roi céleste comme elle ne dépasse même pas le niveau 80. Elle est complètement démunie. C'est là qu'on suggère de forcer Helk à participer à un concours de château de cartes, tout en trichant pour lui filer un jeu de cartes super glissante. Vermilio reste sceptique quant à l'efficacité du plan. On promet de faire tout son possible. Le lendemain, Asta, une espionne aux ordres de Vermilio, part enquêter sur le héros Helk. Pendant ce temps, Vermilio assiste au fameux concours de château de cartes. Pour cette épreuve, il n'y a que 10 places de qualifiés. Autant dire que ceux qui manquent de dextérité n'ont pas de chance. Helk galère tellement qu'il n'arrive absolument à rien, et Vermilio savoure déjà sa défaite. Mais contre toute attente, Helk tape soudain dans ses mains, déclenchant une onde de choc qui balaie les châteaux de ses rivaux. Puis, il reconstruit le sien à une vitesse fulgurante. Tout le monde s'indigne, pensant qu'il a triché en sabotant les autres. Vermilio est sur le point d'annoncer sa disqualification quand un jeune homme, Kenros, prend sa défense en expliquant que cette épreuve n'est pas qu'un simple jeu d'adresse, mais aussi un test de défense et d'attaque. Le gars se lance dans une analyse tactique de génie à laquelle Vermilio n'avait même pas songé. Les autres candidats trouvent ça brillant et se laissent convaincre, mais une fille, Ihura, voit clair dans son jeu et sait qu'il improvise totalement. Du coup, d'un concours de cartes tranquille, tout le monde décide de se taper dessus pour démolir les châteaux adverses. Vermilio est persuadé que Helk a manigancé tout ça pour déclencher la bagarre, mais on lui conseille d'arrêter de paranoïer. Pendant ce temps, Asta contacte sa sœur Ista par télépathie. Elle lui annonce qu'elle vient de récolter de nouvelles informations sur Helk. Du côté du tournoi, Vermilio enchaîne les épreuves pour tenter de le piéger, d'abord des échecs, mais Helk l'emporte. Puis de la sculpture, et Helk gagne encore. Pour l'épreuve de cuisine, elle décide d'être jurée pour pouvoir le descendre, mais Helk lui prépare un sundae géant tellement savoureux qu'elle ne peut même pas critiquer. Helk déclare alors avec un grand sourire que le peuple des démons est vraiment fascinant. Vermilio rentre folle de rage. En jetant un œil aux affiches des favoris, elle remarque qu'aucun d'eux n'est dans la compétition. On lui explique alors qu'ils se sont tous fait rétamer par Helk. Le soir venu, Vermilio se creuse la tête pour se débarrasser de cette menace nommée Helk. Quand soudain, Ista vient lui faire part des infos d'Asta. Helk est le criminel le plus recherché par les humains. Il aurait assassiné son propre frère, qui n'est autre que le héros ayant vaincu le roi démon. Vermilio est stupéfait. Mais Helk n'était pas le héros, alors? En fait, cette ère a vu naître 2 héros. Pendant ce temps, Helk montre une photo de son frère à ce cher Kenros. Il semble encore très attaché à lui. De son côté, Vermilio apprend qu'Asta a inspecté 3 villes humaines sans y trouver la moindre âme vive. Au même moment, on accourt pour lui annoncer qu'un autre château vient de tomber. Vermilio se demande comment les humains ont pu réussir un tel exploit, mais on lui révèle que les assaillants forment une redoutable armée alliée. Les survivants n'ont dû leur salut qu'au sacrifice de leur commandant, qui s'est sacrifié pour couvrir la fuite des soldats et des civils. Comprenant que leur propre forteresse sera bientôt visée, Vermilio ordonne d'urgence de préparer les défenses. Peu après, une course de monture est organisée. On a dégoté à Helk une bête à l'allure bien minable. Quand les candidats s'élancent, la monture de Helk ressemble carrément à un gros chat. Vermilio a peur que le public ne crame leur coup bas, mais contre toute attente,
les spectateurs se disent juste que Helk est si grand que sa monture paraît toute petite. Vermilio se demande sérieusement si le peuple a encore un cerveau. Mais trêve de bavardage, le signal est donné. Tous les concurrents démarrent en trombe, alors que Helk et son chat restent cloués sur la ligne de départ. Pour la foule, la messe est dite. Kenros pense que Helk n'a pas eu de chance au tirage en tombant sur ce pony boiteux, mais Yura a bien compris qu'il s'agit d'un coup fourré des organisateurs. Persuadé que Helk est hors course, Vermilio s'en va observer le peloton de tête avec eau. De son côté, Helk rassure le gros chat qui s'était figé à cause du bruit du coup d'envoi. Une fois l'animal calmé, il l'encourage chaleureusement en lui promettant qu'ils vont tous les rattraper. Pendant ce temps, Yura et Kenros mènent la danse et se disputent la première place. On se dit qu'ils feraient de parfaits prétendants au titre. Mais c'était sans compter sur Helk, qui déboule à toute vitesse en portant carrément le chat dans ses bras. Comme ce n'est pas interdit par le règlement, Vermilio presse de corser les pièges. Malheureusement, Helk fonce tout droit et détruit absolument tous les obstacles. Il ne reste plus que le pont suspendu, où on a fait verser de l'huile et poser des explosifs. Mais l'équipe technique est d'une incompétence rare, l'un d'eux glisse sur l'huile et déclenche l'explosion du pont. On se rassure en se disant que sans pont, Helk est bloqué. Sauf que le colosse saute au-dessus du ravin avec son chat et continue de courir comme si de rien n'était. Il rattrape rapidement Kenros et Yura, avant de les dépasser. Piqué au vif, Kenros décide lui aussi de descendre de sa monture pour courir pieds nus. Il réussit à rattraper Helk et franchit la ligne d'arrivée juste derrière lui. Kenros le félicite pour sa vitesse incroyable, mais Helk lui répond humblement que si Kenros avait couru sérieusement dès le départ, il aurait perdu. Une belle amitié commence à naître entre eux, tandis que Vermilio boute intérieurement. Mais avant qu'elle ne pète un câble, Ista arrive, pour lui apporter de nouvelles informations sur le château capturé. Il ne reste là, qu'un peu plus de 100 soldats allés et un homme qui semble être leur chef. Étrangement, ils n'ont pas bougé depuis. Azudora, un autre des 4 rois célestes, vient alors à sa rencontre. Bien que blessé, il est venu proposer une idée à Vermilio pour la finale. L'épreuve consistera à reprendre le château du roi démon. Celui qui éliminera le plus d'ennemis et se distinguera le plus montera sur le trône. Le but est double, se débarrasser de cette armée alliée, tout en observant si Helk a vraiment l'intention d'aider les démons. Et pour éviter que Helk ne s'en prenne aux autres candidats, Azudora a prévu un anneau de serment magique. Cet anneau empêche les finalistes de s'en prendre les uns aux autres. Mais pour être tout à fait sûr, Vermilio décide de les accompagner incognito afin de le surveiller de près. Si Helk tente de les trahir, elle interviendra quitte à y laisser sa peau. Azudora ne veut pas qu'elle porte un tel fardeau. Mais elle a déjà pris sa décision, d'autant plus qu'Azudora est grièvement blessée et doit se reposer. Le jour du départ, Vermilio constate que les 4 finalistes sont tous impatients d'en découdre, sauf Kenros qui semble un peu inquiet. Mais il retrouve vite le sourire en apprenant qu'un responsable va les accompagner pour les aider. Vermilio se présente sous une fausse identité. Helk et Yura trouvent qu'elle leur dit quelque chose, avant de se rappeler qu'elle était jurée lors du concours de cuisine. Pendant ce temps, Asta profite de l'air pur du monde des humains, loin de l'atmosphère toxique du royaume des démons. Elle est bien décidée à boucler son enquête au plus vite pour aider sa patrie. Pendant ce temps, le groupe de Vermilio continue sa route vers le château. En chemin, ils doivent affronter des monstres nés des miasmes toxiques. Yura en profite pour se dégourdir les muscles, mais ils sont trop nombreux. Un candidat mais plus âgé propose alors de regrouper les monstres pour les achever d'un coup. Le gars a juste besoin d'avaler des haricots pour dresser une barrière magique. Sauf qu'après les avoir mangés, il lui faut 30 minutes pour l'activer. Exaspéré, Vermilio perd patience et pulvérise toute la horde d'un coup de colère. Plus tard, arrivé à leur campement, Yura finit par percer son secret. Pendant que Helke s'absente pour préparer à manger, Yura révèle à Kenros que leur guide est en réalité l'un des rois célestes. Elle a bien compris que Vermilio est là pour surveiller Helke de près. Kenros a du mal à y croire, persuadé que Helk est un type bien. Vermilio surprend leur discussion et leur interdit formellement d'en parler devant Helk, leur ordonnant de continuer à la traiter comme une simple guide. Pendant ce temps, au château, Azudora apprend que le groupe avance bien, mais qu'ils vont devoir traverser un tunnel infesté de monstres. Ista suggère d'envoyer des renforts pour épauler Vermilio, mais Azudora pense que cela ne ferait que la gêner. D'autant qu'ils ne peuvent pas exclure une attaque surprise de l'armée alliée sur leur propre château. Ils doivent donc conserver toutes leurs forces pour assurer leur propre défense. Cela dit, Azudora ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour Vermilio. De leur côté, les finalistes s'enfoncent dans le tunnel. Kenros s'improvise guide touristique en présentant tous les monstres locaux à Helk. Leur attitude insouciante commence sérieusement à épuiser Vermilio et Yura. Soudain, un monstre surpuissant surgit. Cette créature vient du Nouveau Monde et s'en prend à tout le monde, humain comme démon. Pire encore, elle devient plus forte après chaque combat. Helk décide alors de monter au front. Il fonce et lui décoche un coup de pied magistral qui l'envoie valser. Quant à son épée, il la dégaine juste pour la forme, sans même avoir besoin de s'en servir. Tout le monde peut enfin passer, mais Vermilio, préférant jouer la sécurité, utilise sa magie pour cramer le monstre.
Mieux vaut achever la bête avant de continuer. Le groupe parvient enfin à sortir du tunnel, et Vermilio y retrouve son agent de renseignement. Celui-ci leur ouvre un passage secret menant tout droit au château. Vermilio l'annonce cash, celui qui éliminera le commandant ennemi remportera la victoire. Mais pas question de prendre des risques inutiles et d'y laisser leur peau. Yura vise toujours la première place et reste extrêmement méfiante envers les trois autres. Ils ont l'air de s'en foutre, mais qui sait s'ils ne sont pas encore plus compétitifs qu'elle. Kenros, lui, veut aider Elka à monter sur le trône, tandis que le vieux d'à côté cherche simplement à venger le commandant tombé dans ce château. Quant à Elk, il s'en moque éperdument. Vermilio, de son côté, se rappelle sa discussion avec Azudora. Il lui avait confié s'être blessé tout seul en posant un piège. Un piège destiné à Elke dans l'ancien château du roi démon. Ce n'est pas Elke qui l'a amoché, mais bien sa propre bêtise en marchant sur son propre piège. C'est d'ailleurs lui qui a pistonné Elk pour ce tournoi. Même s'il s'est fait avoir par son propre piège, il sait bien que si Elke avait combattu sérieusement à ce moment-là, il serait déjà 6 pieds sous terre. Le groupe s'introduit enfin dans le château du roi démon assiégé. Vermilio leur demande alors de réfléchir à un plan d'attaque. Mais ils finissent tous par l'agacer. Elle se met à hurler, ce qui alerte immédiatement les gardes. Les ennemis se préparent au combat, et Yura est la première à charger pour cibler le commandant. Les autres lui emboîtent le pas, et Elk rejoint lui aussi la bataille. Mais à peine Yura s'en prend-elle au commandant, que celui-ci fonce sur elle et lui tranche un bras d'un coup net. Le vieux, quant à lui, galère à mort pour parer les coups, incapable de contre-attaquer, alors que le commandant s'apprête à achever. Yura, Elk s'interpose in extremis. Il réalise qu'il connaît cet homme, qui retire alors son casque. C'est Edil, une vieille connaissance de Elk. Il lui explique que cette apparence est le résultat de l'éveil des humains, mais que ce processus est extrêmement douloureux et éprouvant. En contrepartie, les humains obtiennent la force d'un héros, et plus le taux d'éveil est élevé, plus la puissance est démesurée. Malheureusement, la plupart de ceux qui ne supportent pas cette force finissent par perdre complètement la tête. Aussitôt, une troupe de soldats allait débarque pour lui prêter main forte et exterminer les démons. Alors qu'il déblatère sur sa nouvelle puissance et sa volonté d'éradiquer les démons, Yura surgit soudain, et lui tranche une aile. Totalement ahuri de la voir avec ses 2 bras, il entend lui expliquer que son peuple possède un pouvoir de régénération qui les rend presque immortels. En plus, elle trouve que cette bande de rigolos est encore bien trop faible. L'un d'eux tente de prendre Vermilio par surprise, mais elle le réduit instantanément en cendres. Décidément, ils ont beau avoir la force d'un héros, il reste bien pitoyable. Yura avoue même avoir volontairement sacrifié son bras pour pousser le commandant à baisser sa garde. Elle ne se presse pas pour l'achever, curieuse de voir ce que Elk va faire. Yura lui arrache une autre aile tout en se foutant de sa gueule pour sa faiblesse. À ce stade, Vermilio comprend que l'espoir d'une coexistence pacifique avec les humains est définitivement mort. La seule façon pour les démons d'échapper à l'extinction est d'éradiquer l'humanité. Alors que Yura s'apprête à achever Edil, Elk s'interpose à nouveau. Mais ce n'est pas parce qu'il le considère comme un ennemi. C'est pour une toute autre raison. Soudain, Edil se fait abattre par l'un de ses propres soldats ailés. Pressentant le danger, Elk ordonne à tout le monde de fuir, mais le château tout entier commence à s'effondrer. Le groupe de Vermilio se retrouve précipité dans les profondeurs du château, mais aucune trace de Elk. Le groupe remarque au loin la barrière antitoxine du château, tandis qu'au-dessus de flotte un portail de téléportation créé par ses soldats ailés. Si ce truc fonctionnait, il amènerait toute l'humanité ici pour envahir le monde des démons. Mais comme ça a l'air de foirer, le portail est en train de les aspirer pour les envoyer Dieu sait où. C'est là que le vieux chauve se rend enfin utile en érigeant une barrière pour les empêcher d'être aspirés tout de suite. Mais cette protection ne tiendra pas éternellement. Vermilio décide de sortir pour détruire la pierre magique qui alimente le portail. Elle lance une attaque qui parvient à fissurer la pierre. Alors qu'elle s'apprête à asséner un coup plus puissant, elle se prend un projectile en pleine tête et commence à être emportée. Elk saute pour la rattraper, mais elle a tout de même le temps de détruire la pierre. Le portail ne se referme pas immédiatement. Elk se jette sur elle pour la retenir, et ils finissent tous les deux aspirés à travers le portail. À son réveil, Vermilio réalise qu'elle a été téléportée sur une île inconnue, sans aucune trace de Elk. Un jour avant son départ, elle s'était disputée avec Azudora, car elle voulait couper ses longs cheveux. Azudora refusait catégoriquement, mais sa décision était prise. Ils se sont donc affrontés pour trancher, et Azudora s'est pris une raclée mémorable. Ista avait de la peine à l'idée de couper une si belle chevelure, mais Vermilio s'en fichait, se disant que tant qu'elle était en vie, ça repousserait. Quand Azudora s'est réveillée et est partie à sa recherche, il a fait une syncope en voyant qu'elle l'avait fait. La nouvelle est vite arrivée au palais. Ista essaie de rester zen, mais Azudora, lui, est carrément en train de mousser de la bouche sous le choc. Pendant ce temps, Vermilio contemple l'océan et savoure l'air pur, presque totalement exempt de toxines, une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis une éternité.
Elle part ensuite en quête de nourriture tout en cherchant un moyen de rentrer au château, mais elle entend des bruits de marteau. En allant voir, elle tombe sur Elk en train de bâtir une maison. Elle se demande bien pourquoi il construit ça. Est-ce qu'il compte s'installer ici pour de bon? Soudain, un oiseau surgit derrière elle. Le piaf se met à parler, ce qui trahit sa présence auprès de Elk. Vermilio sursaute, terrifié à l'idée que Elk en profite pour l'éliminer. Mais il ne lève pas le petit doigt. Il lui explique tranquillement qu'il bâtit cette cabane pour éviter de dormir à la belle étoile, et comme ils ne peuvent pas rentrer tout de suite au palais, autant réfléchir ici posément. De son côté, Vermilio se dit que garder Elk coincé sur cette île, complètement isolé, serait le meilleur moyen de neutraliser la menace qu'il représente pour les démons. La pluie commence alors à tomber, et Elk se réfugie à l'intérieur avec l'oiseau. Voyant que Vermilio reste dehors, il ressort pour la porter à l'abri. À peine entrée, que Elk la rassure. Ils pourront utiliser le bois de l'île pour construire un bateau et rentrer. Elle acquiesce vaguement, tout en se répétant qu'elle doit absolument le séquestrer ici pour toujours. Mais après mûre réflexion, elle se pose une question cruciale, pourquoi Elk a-t-il risqué sa vie pour la sauver, quitte à se retrouver coincé ici avec elle? S'il les considérait vraiment comme des ennemis, il l'aurait laissé crever. Et même en arrivant ici, ce ne sont pas les occasions de l'assassiner qui manquaient. Elle commence doucement à se dire que Elk veut sincèrement aider les démons. Pendant ce temps, Azudora retrouve ses esprits pour analyser la situation. Si l'humanité entière s'éveille en héros, c'est la fin absolue pour le peuple des démons. La priorité absolue est donc de secourir Vermilio. On suggère plutôt d'attaquer les humains, mais Azudora lui répond que tant que Vermilio est en danger, il n'a pas la tête à faire la guerre. Elle passe avant tout. Mais où trouver une équipe de recherche? Azudora révèle qu'il a une technique spéciale, un sort de localisation qu'il a mis au point durant ses voyages. Seul bémol, il faut un élément corporel de la personne ciblée pour que ça marche. Et c'est là que les cheveux coupés de Vermilio entrent en jeu. Mais Azudora n'en a aucun sur lui. Quand elle s'est coupé les cheveux, il avait bien essayé d'en gratter quelques-uns, mais il s'était fait cramer la tronche. Heureusement, Ista en a conservé et les lui donne. Il place alors les mèches de Vermilio dans une statuette en bois, et lance son sort pour qu'elle se déplace sur la carte. Sauf que la statuette sort carrément des limites de la carte, laissant tout le monde pantois. De son côté, Asta reçoit des rapports et comprend enfin la nature des soldats qu'elle a sous les yeux. Malgré le danger imminent, Asta s'efforce d'engranger un maximum d'informations. Pendant ce temps, Vermilio pêche tranquillement tout en ressassant les actes de Elk. Pourquoi a-t-il empêché Yura de tuer le commandant, et pourquoi l'a-t-il sauvé elle aussi? Est-ce qu'il l'utilise simplement pour ses propres intérêts? Si c'est le cas, elle sait qu'elle n'a aucune chance contre lui en combat singulier, et que tout reposerait alors sur Azudora. Mais comme elle n'a pas du tout confiance en lui, elle préfère temporiser et garder Elk ici. Perdue dans ses pensées, il faut que le piaf la secoue pour lui signaler qu'un poisson mort à l'hameçon pour qu'elle faire. Malheureusement, par manque d'expérience, elle casse la ligne. Elk plonge alors pour rattraper la bête, mais il remonte à la surface avec une créature bizarre qui, selon l'oiseau, est toxique et absolument immangeable. Le soir venu, ils s'endorment dans la cabane. Le lendemain matin, Vermilio se réveille et constate que ses pièges n'ont pas bougé. Soudain, on frappe à la porte. En ouvrant, elle tombe sur un homme bête aux faux airs de cochon. Il lui apporte de la nourriture, mais comme il a déjà presque tout boulotté, elle lui laisse le reste. Avant de lui demander qui l'envoie, le goinfre lui répond que c'est le chef du village. Curieuse, elle lui demande de lui montrer l'endroit. Une fois sur place, ça ne ressemble pas vraiment à un village, juste quelques bicoques alignés, et l'île n'est peuplée que de créatures de ce genre. Celles-ci se mettent soudain à paniquer en voyant une étrangère comme Vermilio. C'est alors que le piaf débarque en catastrophe pour la prévenir que Elk s'apprête à fabriquer un bateau. Paniquée à l'idée qu'il ait trouvé le moyen de rentrer, elle accourt et le trouve, tenant une hache, tout en dégageant une aura mystérieuse. Il donne quelques légers coups pour abattre des arbres, mais sa hache se brise aussitôt. Qu'à cela ne tienne, il se met à péter les troncs à main nue, exactement comme dans un fameux jeu vidéo de blocs. Il remarque enfin Vermilio et l'oiseau. Elle lui demande alors s'il a trouvé le chemin du retour. Il lui répond qu'il prend juste de l'avance. Soudain, Vermilio presse quelque chose d'étrange et file en douce. Elle découvre alors de vieilles ruines submergées au large, mais le piaf n'y comprend absolument rien. Quant à Elk, il a fini son embarcation, même si ça ressemble beaucoup plus à un radeau qu'à un vrai bateau. Soudain, un individu se présentant comme le chef du village vient à leur rencontre et demande à voir Elk et Vermilio. Ils n'ont d'autre choix que de le suivre, mais Elk se montre particulièrement sur ses gardes, ce qui pousse Vermilio à se demander à quel point ce vieil homme peut être dangereux. Il se retrouve alors encerclé par de nombreux hommes en noir, mais l'instant d'après, tous les habitants de l'île retirent leur cape pour faire une surprise à Vermilio. Ils accueillent chaleureusement les deux invités. Elk était déjà dans la confidence et faisait même partie de la surprise, mais ça n'a pas vraiment surpris Vermilio. Ensuite, tout le monde fait la fête, et le chef du village se réjouit que ces deux-là apportent un vent de fraîcheur sur l'île. Vermilio, elle,
les remercie pour le lit et le pyjama, des affaires que Helk lui avait empruntées. Quant au chemin pour retourner sur le continent, le chef n'en a aucune idée, n'ayant jamais cherché à quitter l'île. Mais il pense que la sorcière saura les aider. Elle fait ses recherches sur l'autre île en ce moment, à l'écart, car les enfants d'ici n'arrêtent pas de l'embêter. Elle a donc dressé une barrière pour pouvoir étudier au calme. Dans 2 jours, elle descendra de la montagne, et ils pourront alors lui demander le chemin du retour. Par la suite, Vermilio s'est amusé avec les habitants, participant à leur jeu et allant même pêcher avec eux. Pourtant, Vermilio trouvait ça un peu pesant parce qu'elle n'arrivait pas à leur dire non, alors qu'elle avait besoin de solitude. Helk, de son côté, pensait que la majorité des gens qu'il rencontrait étaient bons. Elle l'a donc mis en garde en lui rappelant que les mauvaises personnes dans ce monde, et même chez les démons, étaient loin d'être rares. Helk a semblé un peu triste en entendant ça. Elle ne voulait pas se montrer méchante, elle cherchait juste à le prévenir. Mais il a compris ses intentions et lui a servi un bol de soupe. C'est alors que Vermilio lui a demandé pourquoi il l'avait sauvé. Il a répondu qu'il lui était reconnaissant de l'avoir accepté dans l'armée des démons. À ce moment-là, il pensait qu'il se ferait rejeter parce qu'il était humain, mais il a quand même été accepté. Maintenant, il se sent assez seul, puisque tous ses anciens compagnons sont désormais ses ennemis. Vermilio lui a alors parlé du commandant Ailé, et il a expliqué que cet homme et lui étaient autrefois aussi proches que des frères, et qu'ils avaient combattu des monstres ensemble pendant des années. Perdu dans sa conversation, il a vu que la nuit était tombée, et Helk a voulu aller se coucher. Vermilio lui a demandé s'il serait vraiment prêt à lever son épée contre ses propres compatriotes. Il a affirmé que c'était son devoir, car ces guerriers Ailé ne sont plus humains, ce ne sont plus que des créatures qui ne savent qu'obéir aux ordres de leur roi. C'est pourquoi, en tant qu'être humain, il va mettre fin à tout ça pour empêcher l'humanité d'entraîner toutes les autres espèces vers l'extinction. Pendant ce temps, Yura et Ken continuent d'attirer des monstres pour faire le ménage, afin d'éviter qu'ils ne soient trop nombreux pendant la reconstruction. Mais c'est alors qu'un autre groupe de guerriers Ailé débarque. Ces 3-là ont l'air particulièrement forts. Voyant qu'Edil a mordu la poussière, ils se disent qu'il a dû baisser sa garde face à une femme. Yura se lance à l'attaque et parvient à contourner l'épéiste pour viser l'archère juste derrière, mais celle-ci a dégainé son épée pour parer le coup, et le mage à côté n'a pas hésité à viser sa propre alliée pour attaquer Yura, la forçant à reculer. En plus, ils ne sont pas seulement 3, il y en a plein d'autres là. Oh, Yura décide alors de gagner du temps pour que Ken puisse s'enfuir. Sa présence n'aurait servi à rien, alors autant qu'il profite de sa vitesse pour aller prévenir la direction. Mais c'est là que On et Ista arrivent en renfort. On dresse son bouclier pour bloquer les coups, tandis qu'Ista élimine discrètement tous ceux qui s'approchent. Elle demande à tout le monde de s'enfuir car ils ont déjà une stratégie. Le groupe suit donc Ista pour s'échapper, et les ennemis décident d'en garder un vivant et de liquider le reste. Ils les poursuivent jusqu'à l'extérieur, mais leurs sauveurs ne sont que 2. L'animatrice du tournoi et Azudora. Mais Azudora est le meilleur soutien possible. Il porte un masque dont on ne comprend pas trop l'intérêt, mais tout le monde sent qu'il est d'une colère noire. Même l'ancien roi démon et le général décédé avaient beaucoup de respect pour lui. S'il porte ce masque, c'est pour ne pas montrer son visage en colère. Il donne tout de même à ces humains une chance de faire marche arrière et de continuer à vivre en paix avec les démons, mais ceux-ci se moquent éperdument de la proposition d'Azudora, et estiment que ces histoires de cohabitation passée ne sont que des bêtises. Refusant d'écouter Azudora pour n'obéir qu'à leur roi, ils décident de l'attaquer. Mais lui aussi a des citoyens à protéger. Alors il arrête de discuter. Il fait alors pousser une tonne de racines géantes et capture tous les soldats en l'air. Il ne s'attendait pas à ce qu'il soit si fort et s'imaginaire qu'il dirige les démons. Mais pas du tout, il est juste l'un des 4 rois célestes. D'après On, Azudora peut manipuler à sa guise les arbres sur le territoire des démons, qu'ils soient morts ou vivants. Sur le papier, c'est le plus faible des 4 rois célestes, mais s'il y a de la végétation sur le champ de bataille, il ne craint personne. Il ne veut pas les tuer et leur offre encore une chance de se rendre pour rentrer chez eux, mais ils refusent. Tout à coup, une flèche fonce sur lui et Azudora doit la bloquer. Toute une troupe de soldats ailés sur les remparts commence à faire pleuvoir des flèches. On dresse son bouclier pour protéger tout le monde, et Azudora utilise la végétation comme rempart. Mais ces flèches ne visent pas seulement nos héros, elles s'abattent aussi sur les prisonniers ailés. Hyura trouve que cette scène ressemble à ce qui est arrivé à Edil, lui aussi tué par un allié. Ils acceptent tout leur mort, estimant que même s'ils meurent, ils ont appris quelque chose. Bien qu'ils se soient éveillés et qu'ils aient subi une défaite cuisante. Ils admettent que les démons sont très forts. Selon l'épéiste, la mort ne leur fait pas peur et cette défaite n'est qu'un entraînement pour la prochaine fois, car ils peuvent ressusciter à l'infini. Et peu importe la force des démons, s'ils subissent des attaques incessantes, ils finiront par fléchir. Ils meurent ensuite et se transforment en particules de lumière qui s'envolent. Et en effet, tous ces guerriers ailés sont ressuscités dans le temple, devant le roi des humains. Les commandants d'avant reviennent à la vie ici, et Asta a réussi à s'y faufiler pour récolter des informations.
Le groupe d'Azudora se repose désormais à l'abri de la barrière de On, et Asta a transmis ces informations à Ista. D'après ce qu'ils ont appris, la résurrection des humains évolués est bien réelle, mais il ne faut pas paniquer. Il dresse ensuite la liste des priorités, et retrouvé. Vermilio reste en tête de liste, tandis que Elk est tout en bas. Les humains, eux, ne sont pas considérés comme très dangereux, car Yura les a affrontés et a vu qu'ils ne sont pas assez forts pour les mettre en difficulté. Et même leur capacité à ressusciter chaque jour n'est pas un gros problème, car ils ont l'habitude d'éliminer des monstres quotidiennement. Le vrai souci, c'est si ces guerriers deviennent de plus en plus forts avec le temps. Mais Azudora ne s'inquiète pas trop car il sait comment annuler cette capacité de résurrection. Comme aucun être vivant ne peut échapper à la mort, cette résurrection est forcément due à un sortilège, et il suffit de neutraliser celui qui a créé ce sort pour que tout soit réglé. En d'autres termes, ils doivent éliminer le roi des humains. Il a déjà affronté un héros immortel autrefois, et il sait que c'était son roi qui lançait le sort. Alors avec ce qu'Asta a rapporté, la situation semble similaire. C'est un peu comme le pacte qu'il a passé avec les candidats du tournoi, sauf que le contrat entre le héros et le roi est sûrement bien plus puissant. Ista se demande pourquoi le roi humain est si fort. Azudora explique que le roi est lui aussi un héros éveillé, mais de type soutien et non de combat. Quand on voit à quel point Elk est fort, on comprend que ce roi est tout aussi puissant que lui. On se demande s'ils pourront le battre, mais impossible n'est pas démon, il faudra bien y arriver. Azudora demande alors à tout le monde de retourner au château en ruine pour se préparer au prochain assaut. Ils vont ensuite entraîner une armée d'élite pour aller reprendre le château du précédent roi démon, tombé aux mains des humains. La reconstruction du château commence alors. Ken, qui n'aime pas trop la guerre, demande pourquoi les deux camps ne font pas plutôt un tournoi pour décider de leur destin. Il lui demande alors s'il accepterait de voir mourir les siens juste parce qu'ils ont perdu un match. Évidemment que non. De son côté, Asta s'inquiète pour sa petite sœur. On lui avait pourtant dit de ne pas prendre de risques, mais c'est comme si on n'avait rien dit. Yura lui dit de ne pas s'en faire, car Asta s'est entraînée avec elle par le passé, elle a donc pas mal d'expérience du combat. Quant à Azudora, il se rend avec On devant la porte qui s'était refermée. Azudora pense qu'il pourrait ouvrir un petit portail pour envoyer des affaires et un message à Vermilio. Il parvient à ouvrir une petite brèche et On y jette les objets. Même s'il ne l'a ouverte qu'un court instant, Azudora est tellement épuisé qu'il manque de s'évanouir. Il ne lui reste plus qu'à espérer que Vermilio reçoive son mot. De l'autre côté, l'oiseau bleu qui passait sur la plage trouve les affaires envoyées par Azudora. Pendant ce temps, Vermilio essaie de cuisiner un plat aussi bon que ceux de Elk. Elle n'y arrive toujours pas, et quand Elk veut goûter, elle refuse catégoriquement. Pour elle, tant qu'elle n'est pas satisfaite du résultat, personne ne doit y toucher. L'oiseau ramène ensuite du bois et Vermilio le presse de le mettre dans le feu avant qu'il ne s'éteigne, si bien qu'il jette carrément le message d'Azudora dans le foyer. Vermilio se rend alors compte que Elk porte un fardeau extrêmement lourd. Au départ, elle le trouvait très suspect, mais après l'avoir écouté, son regard sur lui a changé. Elle n'avait jamais pensé qu'on puisse être forcé de tourner son épée contre ses propres camarades, comme il doit le faire aujourd'hui. Soudain, le jeune cochon rose arrive en courant et annonce que la sorcière est descendue de la montagne. Vermilio rentre en toute hâte et lui demande de prévenir aussi Elk. En arrivant, elle apprend que la sorcière est déjà repartie là. Oh, elle s'en veut d'avoir été plus lente qu'une tortue. Mais Elk arrive aussi, et le cochon avoue que c'est parce qu'il s'est endormi en allant prévenir Vermilio. Mais le chef du village leur explique qu'il a déjà parlé d'eux à la sorcière, ils peuvent donc monter la voir puisqu'elle a retiré sa barrière. Il demande alors à l'oiseau bleu de les guider. Et maintenant, on sait que cet oiseau s'appelle Duolingo. Non, je plaisante, c'est Piwi. En montant, Piwi leur conseille de ne pas énerver la sorcière. Vermilio n'est pas sûr qu'elle connaisse le chemin pour rentrer, mais ils n'ont pas d'autre choix que de tenter le coup. Tous les trois aperçoivent enfin la maison de la sorcière, et l'endroit est plutôt sombre. C'est d'un glauque. Mais en arrivant devant la porte pour appeler, un autre oiseau bleu se montre. Vermilio se dit que cette fois, c'est la vraie sorcière, sauf que la vraie se trouve en fait juste derrière eux trois. Comme Piwi l'appelle, Mémé, elle le punit en lui infligeant une séance de chatouille. La sorcière a écouté leur histoire, et décide de leur indiquer la route pour rentrer. Ils doivent mettre le cap au nord-ouest pour regagner le continent dont ils sont originaires. En entendant cela, Vermilio réalise qu'il existe d'autres continents, et se demande bien comment cette sorcière sait d'où ils viennent. Nyungbo Cavirdo, la sorcière leur explique que le voyage s'annonce très difficile. Il leur faudra des provisions et un navire ultra robuste pour résister aux tempêtes en mer, ils auront aussi besoin d'une créature capable de s'orienter au cas où ils perdraient toute visibilité. Et cette créature, dont elle parle, c'est le cerf de mer de ce livre. En cas de perte de repère, il suffit de le jeter à l'eau et il leur montrera le chemin. Se rappelant que Elk en avait capturé un l'autre jour, Vermilio lui demande d'aller le récupérer. Il se souvient d'ailleurs l'avoir aperçu dans la mer ce matin. Il court donc vérifier. La sorcière propose alors à Vermilio de passer la nuit ici. Vermilio cherche à savoir qui est réellement cette femme,
et si elle ne viendrait pas de leur continent? La sorcière esquive la question et se contente de la mettre en garde contre Elk, car il s'agit d'un être bien plus dangereux qu'elle ne l'imagine. Pour l'instant, Elk est son allié, mais impossible de dire pour combien de temps. Son chemin n'est plus fait que de ténèbres, ses espoirs se sont envolés, et il n'a plus d'autre objectif que de massacrer l'humanité. Le lendemain, ils prennent officiellement la mer pour rentrer. Tous les habitants de l'île viennent leur dire adieu. La sorcière a équipé leur bateau d'un boîtier magique faisant office de propulseur. S'ils lâchent, ils seront bons pour ramer à la main. Une fois en route, Vermilio repense aux paroles de la sorcière. Elle ne doit pas devenir la flamme qui consumera son allié, mais plutôt la lumière qui éclairera la voie ténébreuse de Elk. Mais elle reste convaincue que c'est Vermilio qui décidera de l'issue de la guerre. En chemin, Elk en profite pour pêcher un peu, tandis que Vermilio, en inspectant le bateau, découvre que Pee-wee s'est incrusté à bord. Il explique qu'il veut explorer le vaste monde, mais Vermilio refuse catégoriquement et veut faire demi-tour pour le ramener, le voyage étant bien trop risqué. C'est alors que Pee-wee lui tend une lettre de la sorcière, lui demandant de le laisser venir car il est habitué au danger, et qu'il peut l'aider à se détendre. Si elle stresse, elle n'a qu'à s'allonger sur son ventre rebondi, c'est le pied. Elk insiste lui aussi pour garder Pee-wee à bord, alors Vermilio doit s'avouer vaincu. Peu après, il tombe sur un monstre marin, obligeant Vermilio à activer le propulseur pour décamper Fissa. Après avoir fait un bon bout de chemin, Vermilio veut à nouveau ramener Pee-wee, mais Elk estime qu'ils sont trop loin pour faire demi-tour et qu'il se chargera de le protéger. Le groupe reprend donc sa route et, quelques jours plus tard, pénètre dans une zone brumeuse. Elk jette alors le cerf à l'eau, et celui-ci les tire dans le sens inverse de leur trajectoire. Grâce à cela, le bateau retrouve le bon cap et sort de la brume. Mais peu après, ils sont pris dans une tempête. Vermilio lutte pour s'extirper d'un tourbillon, quand le monstre marin surgit à nouveau, et Elk, lui, trouve qu'il a l'air délicieux. Il se jette sur la créature pour la frapper, mais la pieuvre géante ne sent absolument rien et finit par l'attraper. Il parvient à se dégager de justesse. Vermilio veut utiliser sa magie pour l'aider, mais si elle ne consacre pas toute son énergie au propulseur, le bateau sera aspiré. Elk lui assure que tout ira bien et lui dit de passer devant. Elle réussit à sortir le navire du tourbillon, tandis que Elk se fait embarquer sous l'eau par la pieuvre. Vermilio n'a d'autre choix que de tracer, et le lendemain matin, la tempête s'est calmée. Elle aperçoit enfin le continent. À peine a-t-elle accosté qu'elle a la surprise de voir Elk l'attendre sur le rivage. Il lui explique qu'après avoir été entraîné par le monstre, il a réussi à se libérer, et remonter à la surface, a repéré la terre et est venu l'attendre ici. Et puis, il a encore un objectif à atteindre, il n'allait pas mourir bêtement comme ça. Vermilio lui ordonne de ne plus jamais refaire de telles conneries. Il accepte, et elle lui demande de l'aider à décharger leurs affaires. Nyung Pee-wee veut d'abord qu'elle le prenne dans ses bras. Elle finit par céder, puis elle aide Elk à ranger et relâche le cerf. Le trio n'a pas fait 3 pas qu'ils tombent dans une embuscade. Quelques hommes bêtes surgissent pour les capturer. Vermilio se dit que ce doit être une tribu barbare locale et décide de se laisser faire, car elle a bien besoin d'une carte de la région. Ces ravisseurs ayant l'air plutôt inoffensifs, personne ne résiste et ils se laissent escorter bien sagement. Ils sont alors conduits jusqu'à leur pays, un endroit plongé dans une misère et une détresse absolue. Ils apprennent qu'il s'agit du peuple d'Eliu, actuellement envahi et opprimé par la tribu des Totman. Autrefois, les Totman n'étaient que 50 et n'avaient aucun chef, mais depuis qu'un roi a pris le pouvoir, ils sont d'un coup devenus bien plus forts et ont commencé à envahir les contrées voisines. Les habitants, frappés par leur malédiction, sont incapables de se défendre. S'ils capturent des gens, c'est uniquement pour les offrir en tribut aux Totman afin d'épargner leurs propres compatriotes. C'est alors que la princesse d'Eliu apparaît, proclamant qu'enlever des innocents et se soumettre aux Totman est indigne, avant d'ordonner aux 3 soldats de relâcher le groupe de Vermilio. C'est à ce moment précis que les Totman débarquent. La princesse leur dit alors de filer se cacher. Le trio assiste ensuite à une scène où le roi Totman brutalise la princesse, affirmant qu'ils en ont assez de soumettre d'autres tribus, et que désormais, ils se contenteront de massacrer et de détruire tous les pays sur leur chemin. Il impose un choix à la princesse, forcer son peuple à combattre pour lui, ou subir une extermination totale. Elle refuse car ses sujets ne sont plus en état de se battre, mais il s'en moque éperdument, ce qui pousse Elk à intervenir. D'une gifle magistrale, il envoie valser un soldat Totman, tandis que Vermilio déploie sa magie pour forcer la troupe ennemie à s'écarter des habitants d'Eliu. Elle dit à Elk de s'en donner à cœur joie, pendant qu'elle assure la protection des habitants. Le roi ordonne alors à ses hommes de charger, mais Elk les balaye tous d'un revers de main. Il s'efforce de doser ses coups pour ne tuer personne. Voyant que ses subordonnés sont de parfaits bons à rien, le roi charge en personne, imprègne son poing de magie et frappe, si fort qu'un immense nuage de poussière s'élève. Persuadé d'avoir liquidé Elk, il s'avance vers Vermilio, trouvant qu'elle a bien du courage d'oser lui tenir tête. Il exige de savoir à quel peuple et quel pays elle appartient pour pouvoir aller les détruire,
mais elle lui rétorque de d'abord survivre à son premier adversaire avant de lui parler. Il croit qu'elle délire puisqu'il pense l'avoir déjà éliminé, sauf que c'est lui qui se fait des illusions. Helk se tient toujours debout juste derrière lui. Il lui balance que sa pichenette de tout à l'heure ne lui ferait rien même s'il s'en prenait 100 d'affilée. Fou de rage, le roi se met alors à lui asséner une rafale de coups sur Helkès, mais une fois la fumée dissipée, celui-ci est toujours de marbre. Il décide alors de lui montrer ce qu'est un vrai coup de poing, et, d'un seul uppercut, l'envoie valser à des kilomètres. Il a tout de même dosé sa force pour que le roi reste conscient. Il exige alors qu'il lève la malédiction pesant sur le peuple d'Eliu, et qu'il déguerpisse d'ici. Hors de lui, le roi perd tout contrôle, son bras double de volume et il assène un coup qui parvient à faire reculer Helk. Son corps tout entier se met alors à gonfler tandis qu'il jure de l'anéantir, déployant une force désormais anormalement colossale. Vermilio lance une attaque pour lui trancher un bras, mais celui-ci repousse instantanément. Helk comprend que cet homme est irrécupérable et libère son aura meurtrière pour en finir une bonne fois pour toutes. Vermilio ressent cette soif de sang et en est tout intimidé. D'un seul coup de poing, Helk lui arrache le bras, et cette fois, il ne repousse plus. En voyant le corps du roi commencer à s'effriter, Vermilio comprend qu'il a sacrifié sa force vitale en échange d'un pouvoir éphémère, et qu'il a visiblement atteint sa limite. Le monstre finit par tomber en ruine et disparaît définitivement. Les soldats ottomans se relèvent alors. Vermilio s'attend à ce qu'ils veuillent venger leur roi, mais à sa grande surprise, il les remercie chaleureusement. Il s'avère qu'eux aussi vivaient dans la terreur du tyran sans oser se rebeller. Soudain, du côté des habitants d'Eliu, une étrange lumière se met à briller, poussant Helk et Vermilio à s'approcher. Pee-wee remarque que les villageois se mettent à scintiller avant de retrouver leur apparence d'origine, de gentils petits êtres adorables, débarrassés de leur enveloppe repoussante. La princesse s'incline pour les remercier, et leur demande leur nom afin de les inscrire dans les annales d'Eliu. Pee-wee répond à leur place, et le soir même, toute la ville est en fête. Le lendemain matin, Vermilio part vers l'ouest muni d'une carte. Celle-ci ne s'étendant pas jusqu'à son empire, elle espère que les deux grandes villes, situées à l'ouest disposeront de cartes menant à son empire. Elle cherche alors Helk des yeux et le voit en train de faire de grands signes d'adieu aux habitants d'Eliu, en espérant qu'ils rebâtiront leur pays. Peu après leur départ, Vermilio apprend de la bouche d'un marchand ambulant que les deux grandes villes, qu'elle s'apprête à visiter ont été totalement ravagées par une récente guerre. Pour en savoir plus, il leur conseille de se renseigner dans la bourgade là-bas. Le trio s'y rend et découvre un endroit grouillant de marchands ambulants, avec non loin de là, une jeune fille qui chante dans la rue. Vermilio se dit en l'observant qu'elle doit être une réfugiée de ces deux villes. Elle repère ensuite une boutique de cartes qui possède justement une carte de l'Empire. Voyant que Vermilio en a cruellement besoin, le marchand en profite pour gonfler les prix de manière éhontée. N'ayant pas de monnaie locale sur elle, elle demande au commerçant de lui réserver la carte et de ne la vendre à personne. Elle court ensuite faire du change, allant jusqu'à proposer les cristaux offerts par la princesse d'Eliu, mais elle ne récolte que la moitié de la somme requise. Soudain, un concours de cuisine est organisé non loin de là, avec à la clé une prime idéale pour s'offrir la carte. Vermilio est convaincu que les talents de cuistot de Helk leur permettront de décrocher le pactole, même s'il craint que sa cuisine ne plaise pas aux locaux. Mais Vermilio l'entraîne sans attendre pour l'inscrire. Elle réalise vite que la compétition rassemble de sacrés clients, tous très réputés dans le milieu de la gastronomie. Alors que ces grands noms se toisent, personne ne prête la moindre attention à Helk. Le thème de l'épreuve est la fondue, et Vermilio se met en cuisine pour assister Helk. Pendant ce temps, un candidat hors du commun se met à pétrir de la pâte à pizza en guise de fondue, tandis qu'un autre arborant des dents de rat attire tous les regards. Faire un plat d'exception est bien plus difficile qu'il n'y paraît. Soudain, tout le monde voit Helk s'immobiliser, pensant qu'il est tétanisé par le trac. Mais pas du tout. Il se met à découper les légumes à une vitesse si phénoménale que les morceaux volent d'eux-mêmes directement dans la marmite. Alors que c'était presque fini, Vermilio a goûté le bouillon et s'est écrié que c'était une tuerie. En entendant ça, tout le monde a été bluffé de voir qu'un tel chef se cachait ici. Vermilio leur a alors révélé que Helk avait remporté le concours de cuisine pour désigner le nouveau roi démon. Ce type aux dents de rat, voyant en lui un adversaire de taille, est devenu encore plus survolté. Pendant ce temps, la ménestrelle est tombée par hasard sur Pee-wee. Comme il s'était égaré, elle lui a demandé où il devait aller pour l'accompagner. Au même moment, le concours touchait à sa fin, et il ne restait plus qu'à attendre les notes des juges. Vermilio s'inquiétait un peu en voyant que la concurrence était rude. Lors du passage des juges, l'un des candidats avait préparé un plat trop épicé mais mangeable, un autre avait fait une pizza hors sujet mais délicieuse, et le gars aux dents de rat s'était lancé dans un plat trop complexe, pas totalement réussi mais correct. Quant à Helk, il n'y avait rien à redire. Un score de 10 sur 10, la perfection absolue. C'est ainsi que Helk a remporté la victoire. Le gars aux dents de rat était complètement dépité, mais Helk est venu le réconforter, si bien que celui-ci lui a offert son carnet de recettes secrètes, disant qu'il en ferait un autre.
Ce n'est qu'à ce moment-là que Vermilio a remarqué la disparition de Pee-wee, mais il est revenu juste après et a été sous le choc d'apprendre que le concours était déjà terminé. Tous les trois sont ensuite allés chez le marchand et ont pu acheter la carte. En gros, ils connaissaient désormais leur route, mais le marchand leur a fortement déconseillé de passer par les ruines des 2 cités détruites. La ménestrelle leur a expliqué que cet endroit était extrêmement dangereux à cause d'un héros sombre. Selon elle, cette silhouette rôde sans cesse dans les territoires de ces 2 anciens royaumes dévastés. Et si quelqu'un a le malheur d'y mettre les pieds et de croiser son chemin, il ne revient jamais. Elle leur a conseillé de faire un détour, mais Vermilio l'a simplement remercié pour l'avertissement, expliquant qu'elle était pressée et n'avait pas de temps à perdre. Le marchand a insisté pour qu'ils ne risquent pas leur vie, mais ils ont tracé leur route en appelant Pee-wee à les suivre. La jeune fille a quand même retenu Pee-wee pour lui glisser quelques mots à l'oreille avant de les laisser partir. Très vite, tous les trois sont arrivés devant les ruines des 2 royaumes déchus. Devant des vestiges aussi gigantesques, on devinait facilement la densité de la population d'autrefois, et le nombre incalculable de vies qui y avaient été fauchées. Tout à coup, une aura pesante a envahi les lieux et Vermilio a aperçu le héros sombre surgir. À peine s'est-elle retournée qu'il s'est jeté sur elle, forçant Elk à l'expédier au loin d'un coup de poing magistral. Elle ne comprenait pas comment il pouvait être si rapide, et cette énergie sombre qu'il dégageait la rendait terriblement anxieuse. Cette sensation était exactement la même que celle dégagée par le roi Totman la dernière fois. Elle a donc rapidement mis Pee-wee à l'abri, laissant Elk gérer le combat. L'ennemi s'est rué sur lui et a réussi à lui entailler la joue. Elk a dû faire face seul, et Vermilio savait qu'elle devait vite revenir l'épauler. Il a réussi à briser l'épée de son adversaire, mais avant de pouvoir s'en réjouir, la lame s'est instantanément régénérée. Vermilio a déposé Pee-wee en lieu sûr et s'est empressé de faire demi-tour. Dès qu'elle l'a rejoint, elle a projeté une boule de feu gigantesque sur le héros sombre. Mais l'attaque n'a pas eu le moindre effet, alors Elk a surgi par derrière pour lui asséner un autre coup violent qu'il a projeté au loin. Pourtant, le guerrier a disparu l'instant d'après pour réapparaître et infliger une coupure à Elk. Vermilio ne comprenait pas sa technique et cherchait une faille pendant que Elk continuait à tenir bon. Soupçonnant que ce type était manipulé par quelqu'un, elle a crié à Elk de s'enfuir, mais celui-ci n'entendait rien et continuait à asséner des coups de poing au guerrier. Soudain, Pee-wee est apparu et s'est mis à chanter quelques paroles, ce qui a immédiatement calmé la fureur du héros sombre. Elk a rejoint Vermilio et s'est excusé, expliquant qu'il avait un peu perdu son sang-froid et n'avait pas entendu ses appels. Pee-wee a alors révélé que cette chanson lui avait été apprise par la ménestrelle, qui lui avait conseillé de la chanter s'il croisait le héros sombre. De la chanter. Quand elle s'est inquiétée de la blessure de Elk, celui-ci a simplement contracté ses muscles et a guéri d'un coup. Le guerrier a commencé à s'éloigner lentement, et Elk, trouvant son comportement étrange, a suggéré à Vermilio de le suivre discrètement. Tous les trois l'ont suivi jusqu'à un temple. Ne sachant pas si l'endroit abritait des pièges, ils sont restés sur leur garde. Le guerrier s'est assis dans un coin et s'est confié, disant qu'il y avait eu trop de ravages et qu'au départ, personne ne voulait de cette guerre. Mais les massacres de familles, d'amis et de proches ont tout changé. Une haine réciproque est née, et une sombre malédiction a été jetée, transformant les soldats des 2 camps en monstres répugnants. Ces monstres se sont alors entredéchirés, ce qui a fini par mettre un terme au conflit. Cependant, les créatures survivantes avaient perdu toute raison, forçant les humains et les héros comme lui à puiser dans les forces obscures pour se défendre. Il avait fait de son mieux pour sauver un maximum de vies, mais il avait fini par capituler face à cette emprise maléfique. À présent, son corps commençait à se désintégrer, et il s'est excusé de les avoir attaqués alors qu'il n'était qu'à moitié conscient. Il a alors remarqué quelque chose de spécial chez Elk et lui a dit qu'il avait une excellente arme. Il a lancé sa propre épée à Elk, persuadé qu'elle lui servirait un jour ou l'autre. Il lui a demandé de ne pas commettre les mêmes erreurs que lui, avant de supplier d'entendre à nouveau la chanson de tout à l'heure. C'est alors que la jeune fille est apparue pour retrouver le guerrier. Elle était la fillette qu'il avait sauvée autrefois. Même s'il avait perdu la raison à cette époque, il avait tout fait pour la protéger, gagnant ainsi toute son affection. Voulant leur laisser ce moment d'intimité, Elk a fait signe à Pee-wee et Vermilio de s'éclipser. Tous les trois sont ensuite partis à la recherche d'un endroit pour passer la nuit. Pee-wee leur a proposé de faire la course sur le haut des murs en ruine. Vermilio a refusé au début, mais voyant Elk s'élancer, elle n'a pas voulu rester à la traîne et les a rejoints. Elle a encore perdu contre Elk, et en se retournant, elle a vu que Pee-wee, incapable de sauter par-dessus un obstacle, avait triché en s'envolant. Vermilio l'a prévenu de ne pas foncer tête baissée sans regarder devant lui, car l'instant d'après, Pee-wee s'engouffrait en plein territoire de monstres. Les jours suivants, l'armée humaine n'a cessé de lancer des assauts contre la forteresse défendue par les troupes d'Azudora. Edil, toujours aussi rancunier, s'en prenait sans arrêt à Yura, mais il s'est fait battre 6 fois sur 6. La défense des démons était si solide que leur perte était pratiquement nulle, sans compter qu'ils commençaient à bien s'habituer à ce rythme. Après chaque assaut repoussé, tous les soldats se montraient particulièrement enthousiastes pour la bataille suivante. Cependant, si l'armée humaine venait à réellement évoluer, la donne changerait complètement.
On a fait remarquer à Azudora que leur stratégie consistant à capturer les ennemis vivants sans les tuer commençait à être percée à jour et risquait de devenir inefficace. Mais Ista est arrivé pour annoncer que le niveau des humains augmentait progressivement suite aux derniers affrontements. Heureusement, leur niveau le plus élevé n'atteignait que 32, alors que chez les démons, des commandants comme Yura avaient grimpé jusqu'au niveau 52. On peut donc dire que ces combats avaient permis de faire monter en niveau non seulement les héros, mais aussi leur propre candidat au titre de roi démon. Azudora s'est vu conseiller de prendre du repos, car il s'était épuisé ces derniers jours à utiliser son sort de localisation. On avait insisté, mais le général, obstiné, s'en servait quotidiennement. Azudora a relancé son sort de recherche une nouvelle fois, et heureusement, la position de Vermilio est enfin apparue sur la carte. Il a immédiatement ordonné qu'on lui apporte le document. Pendant ce temps, chez les humains, les commandants s'étaient réunis, mais c'était plutôt une foire d'empoigne où chacun hurlait pour insulter les autres. Le blond à l'épée, lassé par ce spectacle, s'en allait quand il a soudain senti une présence ennemie et a décollé pour fouiller la zone. Heureusement, Asta s'est caché à temps, lui faisant croire qu'il s'était fait des idées. Asta a compris qu'il commençait à aiguiser leur sens, ce qui l'obligeait à redoubler de prudence pour rester furtive. De son côté, Azudora a ordonné de préparer l'équipe de secours. Il s'inquiétait toujours pour le cas de Helk, mais le général estimait que si Vermilio l'accompagnait encore, c'était qu'elle avait fini par lui faire confiance. Il ne leur restait donc plus qu'à s'en remettre au jugement et à la décision de Vermilio. Pendant ce temps, le groupe de Vermilio a croisé un monstre dans le désert. Vermilio a dû s'en charger elle-même pour chasser la bête plutôt que de laisser Helk intervenir. Tous ont ensuite décidé de camper près d'un rocher pour la nuit. Depuis l'incident de la dernière fois, Vermilio appréhendait chaque combat impliquant Helk. Elle avait peur qu'il ne perde le contrôle et ne devienne une menace pour les démons. Remarquant son anxiété, Helk lui a proposé de s'isoler un peu plus tard pour lui parler en privé. Helk lui a préparé une boisson avant de lui tendre l'épée qu'il gardait avec lui. Cette lame brisée possédait le pouvoir de terrasser un héros, et même abîmée, elle suffisait à ôter la vie d'un être comme lui. Il la lui a donc confiée au cas où il deviendrait un jour l'ennemi de son peuple, afin qu'elle puisse l'éliminer. Mais Vermilio a refusé l'arme. Elle a admis s'être méfiée de lui au début, mais après avoir voyagé ensemble, elle avait changé d'avis et savait désormais qu'il était un allié digne de confiance. Helk l'a chaleureusement remercié, mais a tout de même tenu à lui confier son histoire avant de lui soumettre à nouveau sa requête. Autrefois, alors qu'il n'avait que 8 ans, Helk devait travailler d'arrache-pied simplement pour pouvoir ramener une miche de pain à son petit frère. Son frère, Kless, était alors malmené par 3 jeunes nobles, forçant Helka à courir pour s'interposer. Mais ces brutes, profitant de leur autorité, ont préféré passer leur nerfs sur Helk plutôt que sur Kless. Les 2 frères étaient orphelins depuis que des monstres avaient détruit leur village, faisant de nombreuses victimes. Ils avaient lutté pour survivre et avaient fini par rejoindre la capitale. Pourtant, la ville était infestée de gens de ce genre, où les pauvres étaient traités pire que du bétail. Ils devaient s'entasser dans les bidonvilles, un endroit crasseux sans la moindre nourriture décente. Mais pour Helke, tant que son frère était en sécurité, il était prêt à tout endurer. Et s'il acceptait si facilement de servir de bouclier humain, à la place de son frère, c'est parce qu'il maîtrisait déjà sa régénération accélérée depuis son enfance, ce qui a profondément choqué Vermilio. Elle n'imaginait pas qu'il avait éveillé ses pouvoirs de héros si tôt. Les brimades ont continué, tantôt on jetait leur nourriture dans les égouts, tantôt leur abri était démoli ou brûlé, tantôt leur maigre salaire était volé par ces nobles. Pourtant, ils s'accrochaient à la capitale, car c'était toujours mieux que d'affronter les monstres dehors. Tous deux gardaient espoir, rêvant du jour où les créatures diminueraient pour qu'ils puissent partir à l'aventure et échapper à cette oppression. Malheureusement, la tragédie a frappé, Clé est tombé gravement malade à cause de la sous-nutrition, et Helk n'avait aucun moyen de le soigner. Il a alors décidé de le porter sur son dos. Clé est allé chercher un médecin car il avait réussi à économiser un peu d'argent. Mais personne n'a accepté de l'aider. Certains ont refusé parce que les 2 frères étaient des mendiants, d'autres accusaient Helk d'avoir volé cet argent, se demandant bien comment un gosse des bidonvilles aurait pu en trouver. Helk a alors tenté d'encourager son petit frère à tenir bon. Et quand il a vu que Clé commençait à perdre connaissance, Helk a paniqué encore plus. Il a couru partout pour supplier la moindre personne qu'il croisait, mais tout le monde s'en fichait. On l'a même bousculé et jeté à terre. Une jeune noble l'a interrogé avant de s'enfuir en courant. Helk perdait presque tout espoir quand le père de la fillette, un noble au grand cœur, est arrivé pour sauver Kless. Une fois Kless hors de danger, le regard de Helk sur la noblesse a commencé à changer. Les années ont passé, et Kless est devenu un chevalier prestigieux, à la tête de son propre ordre. Il a accompli d'immenses exploits en terrassant de nombreux monstres, marchant désormais sous les acclamations, et la gloire, célébrée par tout le peuple. Helk raconte que l'homme qui a sauvé son frère appartenait à une lignée de nobles qui servait le roi depuis toujours. Et la fille de ce sauveur n'était autre qu'Alicia. Sans qu'on sache vraiment pourquoi, elle venait souvent voir les 2 frères pour jouer avec eux,
sans jamais se soucier du fait qu'ils venaient des bidonvilles. Depuis qu'elle traînait avec eux, les brutes les laissaient tranquilles, pensant que les deux frères étaient les serviteurs d'Alicia. Pourtant, voir les gens de son quartier se faire ainsi piétiner continuait de tourmenter Kless. Il s'est dit que si les monstres disparaissaient enfin, les gens prêteraient attention à la misère des pauvres et se soulèveraient contre l'injustice. C'est pourquoi il a décidé de s'engager très tôt dans l'armée pour éliminer les monstres et sauver le peuple. Dès lors, il s'est mis à s'entraîner au maniement de l'épée, jour après jour, qu'il pleuve ou qu'il vente. À 16 ans, il a intégré l'armée, et après seulement 2 ans, il est devenu capitaine. Le père d'Alicia est venu rendre visite à Elke et a constaté que le gamin chétif, d'autrefois était devenu un guerrier capable de terrasser facilement n'importe quel monstre. Il s'est même demandé si le talent du jeune homme ne surpassait pas déjà le sien. Il a aussi pressenti que Ash cachait en lui une force immense. Pourtant, celui-ci pensait simplement que sa carrure imposante venait de ses travaux manuels. Ses compétences à l'épée et au combat étaient proches de zéro, et c'est seulement là qu'il a compris que le vieil homme avait décelé sa véritable force. Une force dont lui-même n'avait pas conscience. Comme Glass devait sans cesse partir chasser les monstres, les deux frères avaient du mal à se voir, mais ils s'efforçaient toujours de trouver un moment pour partager un repas. Et comme Ash trouvait que Glass et Amy allaient super bien ensemble, il a décidé de jouer les entremetteurs. Quand ils sont venus le rejoindre, ils l'ont trouvé avec un sourire complice aux lèvres, puis ils sont allés manger tous les trois. À la fin du repas, Amy s'est endormi, et Glass a annoncé qu'il allait bientôt partir pour un très long voyage. Il ne serait donc pas de retour avant un bon moment. Ash a promis de l'attendre en lui cuisinant son plat préféré à son retour. 2 semaines après le départ de Glass, les attaques de monstres se sont multipliées de façon anormale. L'armée a d'ailleurs dû recruter en masse, et Ash, accompagné d'Eddie, s'est engagé et a quitté la capitale. Lors de leur toute première mission, leur unité est tombée sur un monstre d'une puissance hors du commun, une créature du Nouveau Monde. Har n'avait alors qu'une envie, s'enfuir en courant. Mais voyant ses compagnons en danger, il n'a pas pu se résoudre à les abandonner. Il est resté pour faire face, encaissant des coups d'une violence inouïe. Déterminé à gagner du temps pour que les autres puissent s'échapper, il a servi de cible. Mais soudain, sans même y penser, Ash a répliqué en donnant un coup de poing au monstre. Sans aucune technique de combat, il frappait au hasard, et par un pur coup de chance, il a réussi à l'abattre. Leur commandant ayant perdu la vie, Eddie n'avait d'autre choix de renvoyer les soldats, tandis qu'il irait lui-même demander des renforts, étant le fils d'un seigneur local. Ash a proposé de l'accompagner pour lui prêter main forte. 3 jours plus tard, en arrivant dans le domaine d'Eddie, ils ont découvert que sa ville natale était attaquée par des monstres. Ash l'a poussé à courir voir ce qui s'y passait. Sur place, ils sont tombés sur une jeune guerrière en plein combat. Ils lui ont prêté main forte et, à 3, ils ont réussi à repousser l'invasion. La jeune femme est restée bouche bée devant la force herculéenne de Ash, tandis que lui a admiré sa maîtrise de l'épée. Elle lui a alors révélé qu'elle maniait l'épée sacrée, une arme surpuissante. Elle ne comprenait absolument pas comment, malgré toute sa technique, Ash pouvait éliminer plus de monstres qu'elle à main nue. Eddie a ensuite retrouvé ses proches et a appris que cette fille et ses compagnons étaient des mercenaires. Elle s'appelait Alicia et a accepté de se mettre au service d'Eddie. Ensemble, ils ont reconstruit la ville. Dès que des monstres approchaient, Alicia entraînait toujours Ash avec elle, laissant la plupart du temps Eddie à la maison. C'est sûrement pour ça qu'il est resté si mauvais au combat. Pourtant, même si ses journées étaient épuisantes, Hack et ses compagnons étaient heureux. Eddie était le véritable moteur du groupe, tandis qu'Alicia sauvait toujours ses camarades, dans les situations les plus désespérées. C'étaient les meilleurs compagnons qu'il aurait pu espérer. Mais un jour, Alicia a pris Hack à part. Elle lui a confié qu'il était le tout premier homme qu'elle considérait comme plus fort qu'elle, car il veillait constamment sur tout le monde, alors qu'elle ne savait que foncer sur l'ennemi en face d'elle. Elle a ajouté que sans Hatch, elle n'aurait jamais pu garder tout le monde en vie jusqu'à aujourd'hui. Elle lui a alors dit que même si tous les monstres disparaissaient, elle le garderait à ses côtés pour partir à l'aventure, plutôt que de le laisser retourner à son travail de maçon dans la capitale. 4 ans plus tard, la menace des monstres ne faiblissait pas, elle empirait. C'est alors que le roi a décrété que le roi démon était la source de tout ce chaos. Il a donc ordonné à Glass d'éliminer le roi démon, bien que Vermis sache pertinemment que leur souverain n'avait rien à voir là, dedans. 3 semaines après le départ de Glass, la nouvelle de sa victoire éclatante sur le roi démon s'est propagée dans tout le royaume. Mais Ash n'avait pas le cœur à la fête, il s'était précipité au chevet de son petit frère, gravement blessé lors de l'affrontement. Il a tenté de rassurer Amy en lui disant que Glass allait vite s'en sortir. Le médecin qui avait soigné Glass autrefois était en réalité un grand sage. Il s'est excusé auprès de Hack, regrettant que son titre prestigieux n'ait été d'aucun secours à Glass pendant la bataille. Le peuple célébrait la victoire, alors même que leur héros était à l'article de la mort. On ne pouvait pas trop leur en vouloir, la paix venant à peine de revenir. Mais Alicia s'est rendu compte que la mort du roi démon n'avait absolument pas réduit les attaques. Ses craintes se sont confirmées lorsqu'une immense horde de monstres a déferlé sur la capitale. Paniqués, les habitants ont envahi le palais,
pour exiger que le héros retourne au combat, alors qu'il savait très bien que Glass était gravement blessé. Ash ne pouvait pas supporter de voir son frère traité ainsi. Soupçonnant que le roi démon avait pu ressusciter, il a décidé de repartir l'affronter lui-même. De retour au château du roi démon, Ash est tombé sur Azusa. Après un bref affrontement, Ash lui a demandé pourquoi il envoyait des monstres attaquer l'humanité. Comprenant que Ash n'était pas le héros qui avait vaincu le roi démon, Azusa lui a expliqué la vérité. Le château avait été conçu pour réguler la prolifération des monstres. Sa destruction n'avait fait qu'accélérer leur apparition. Difficile d'en vouloir aux humains, puisqu'on leur apprenait depuis l'enfance que les démons étaient l'incarnation du mal. Azusa a emmené Ash devant les sépultures qu'il avait dressées pour les défunts. Malgré sa rancœur envers les humains, il lui a confié que le peuple démon souhaitait sincèrement rétablir des relations amicales avec eux. Ash a alors écouté le récit d'Azusa, comprenant enfin que si l'humanité avait oublié cette ancienne coexistence, c'était à cause de ces guerres incessantes qui détruisaient et reconstruisaient sans cesse les civilisations. Cette mémoire s'était perdue avec le temps, poussant les humains à voir les démons comme des ennemis jurés. Les démons avaient maintes fois tendu la main pour la paix, en vain. Le roi démon que Glass avait terrassé était lui-même un fervent défenseur de la paix. Ash a alors voulu rentrer pour révéler la vérité, mais Azusa l'a informé qu'un tournoi allait bientôt désigner le nouveau roi démon. Une fois le nouveau souverain couronné, le château serait restauré et une barrière serait érigée pour endiguer à nouveau les monstres. Ak a raconté qu'en partant, il avait entendu la voix d'Azusa résonner au loin, pensant qu'il lui souhaitait bonne chance. Mais Vami, elle, a tout de suite compris qu'Azusa s'était bêtement pris les pieds dans son propre piège. De retour à la capitale, Ash est tombé sur les ruines d'une terrible bataille. Mort d'inquiétude pour ses compagnons, il s'est précipité à l'intérieur pour les retrouver. Par chance, ils étaient tous vivants, mais blessés. Les plus chanceux s'en sortaient avec un bras cassé, les autres avaient perdu un œil. En les questionnant, il a appris qu'ils avaient dû faire face aux monstres sans pouvoir battre en retraite, car les nobles, habitués à tout déléguer à Glass, s'étaient lâchement terrés dans la cité sans oser lever le petit doigt. Heureusement, grâce à Eddie et Alicia, ils avaient réussi à tenir bon. Hors de face à la lâcheté du commandant, ces deux-là étaient partis faire leur rapport pour exiger sa punition. Ils ont alors conseillé à Ash d'aller les rejoindre, car ils attendaient tous deux son retour avec impatience. Ash a alors pris conscience que ce pays ne pouvait tout simplement pas se passer de Glass. Peu après, ayant appris que la population avait capturé des démons, il a accouru et a vu une foule déchaînée les lapider sans pitié. Il s'est alors interposé, pour leur servir de bouclier, tentant désespérément de leur expliquer ce qu'Azusa lui avait dit. Mais sa voix n'avait aucun poids et personne ne l'a écouté. Le père d'Ami est alors intervenu, lui conseillant de ne pas se laisser berner par les démons. Et pour cause. L'instant d'après, les trois démons se sont transformés en monstres hideux et ont attaqué la foule. Le vieil homme a affirmé que c'était là leur véritable nature, laissant Ash penser qu'Azusa s'était bien joué de lui. Alors que trois puissants guerriers s'apprêtaient à intervenir, Ash a bondi pour éliminer lui-même les trois monstres. Eddie et Alicia ont ensuite retrouvé Ash, sain et sauf. Le lendemain, le père d'Ami a annoncé l'avènement de la première génération de guerriers éveillés. Grâce à eux, même si les monstres poursuivaient leurs assauts incessants, plus aucune vie n'a été déplorée. Ash, de son côté, restait tourmenté par les révélations d'Azusa. Un jour, ses compagnons ont réussi à dégoter des invitations pour un restaurant de couple et les ont offertes à Ash et Alicia pour les rapprocher. Mais Ash, plutôt naïf, s'est imaginé qu'il voulait simplement lui permettre de se changer les idées en tête avec Alicia. Quand il l'a invitée, elle s'est montrée très timide, avant de courir se préparer avec joie. Il a même proposé à Eddie de se joindre à eux, mais celui-ci s'est dit que Ash, gêné par les histoires de cœur, il préférait le laisser seul avec Alicia. C'est alors que le jeune homme blond est venu lui demander de l'aide. Ce garçon, c'est Edil, et il leur révèle que ce nouveau pouvoir d'éveil allait mener le pays à sa perte. Edil leur a dévoilé la vérité. Ces guerriers éveillés ne sont en fait que des condamnés à mort ayant servi de cobayes. Ils ont été transformés en soldats au prix de leur humanité, devenant de simples marionnettes contrôlées par leur créateur, et la cour royale complote pour transformer tous les citoyens, excepté les nobles, en ces fameux guerriers. Ce plan diabolique a été conçu par le grand sage, et a finalement été approuvé par le père de Charuyami ainsi que par l'ensemble de la cour. Mais ce projet peut encore être arrêté, car le grand sage a besoin du roi et de Kless pour lancer le rituel capable de transformer toute la population d'un coup. Le roi étant sous haute surveillance dans un lieu secret, leur seule option pour faire échouer le plan est d'écarter Kless du projet. Edil avait entendu dire que Elk possédait la force de plus de 100 hommes, qu'il avait vaincu à lui seul 50 monstres et était revenu sain et sauf du château du roi démon. Mais il a dû corriger en disant qu'il valait en fait plus de 500 hommes, ayant éliminé à lui seul plus de 200 monstres et s'en était sorti du château du roi démon avec une simple égratignure. Edil a ajouté que Kless lui avait demandé de retrouver Elk si les choses tournaient mal, car Kless considérait Elk comme encore plus fort que lui. Edil s'est alors incliné, suppliant Elkug de l'aider à sauver le peuple, ainsi que son meilleur ami, Kless. Alicia,
ayant tout entendu, décide de leur prêter main forte. Helk veut y aller seul, mais Alicia refuse catégoriquement et lui conseille d'apprendre à compter un peu plus sur ses camarades. Ce soir-là, Edil provoque une petite émeute pour faire diversion et disperser les gardes afin de faciliter leur infiltration. Le groupe se retrouve ensuite face aux fameux guerriers éveillés, mais pour Helkest, ils ne font pas le poids. Les 3 autres s'en sortent tout aussi bien, et ils passent sans encombre. En chemin, Helk révèle aux 3 autres ce qu'il a appris au sujet d'Azudora. Pourtant, tous lui conseillent de ne pas être si crédule, pensant qu'Azudora a pu inventer cette histoire par crainte de la force de Helk. Mais Alicia estime qu'une fois cette affaire réglée, Helk et elle retourneront là-bas pour vérifier par eux-mêmes. Juste après, le groupe parvient enfin à pénétrer dans la pièce où Kless est retenu captif. Il retrouve Kless, mais tombe aussi nez à nez avec le grand sage, le conseil des sages et surtout, le roi en personne. Ce dernier n'a qu'à prononcer un seul ordre pour que le groupe d'Alicia, derrière, s'effondre à genoux, sur le point de lever leurs épées pour se suicider sous le commandement royal. Heureusement, Helk s'interpose, il est immunisé contre le sort de soumission du roi. Paniqués, les membres du conseil supplient le grand sage de faire quelque chose contre Helk, mais ce ne sont pas leurs soldats, qui parviendront à lui faire du mal. Le grand sage pousse alors Kless à se battre, et sur un ordre du roi, le jeune garçon se lève pour affronter Helk. Incapable de lever la main sur son petit frère, Helk se contente d'esquiver et se laisse entailler à plusieurs reprises. C'est à ce moment précis qu'Alicia sort son épée sacrée et inflige un coup à Kless. En voyant la blessure de Kless, le grand sage comprend immédiatement qu'il s'agit de la légendaire lame tueur de Héros. Helk en profite pour s'enfuir en emportant son frère, mais Alicia se fait capturer par le sage. Il lui dérobe l'épée sacrée et contourne Helk pour le poignarder dans le dos. Helk hurle de douleur, bien que la lame n'ait touché que son épaule, il ressent cela comme une blessure mortelle. Pourtant, il rassemble ses forces et tente de riposter, mais le sage se dissipe en une ombre noire pour esquiver l'attaque. C'est alors que Kless reprend soudainement conscience, il se rue en avant, brise l'épée sacrée d'un coup de lame, puis achève le grand sage sur le champ. Alors que le roi s'apprête à hurler un nouvel ordre, Kless lui plante directement son épée dans la tête. Malgré cela, le roi parvient encore à lui ordonner de tuer Helk. Alors que Kless s'approche, la lame brisée à la main, il s'excuse simplement d'avoir toujours causé des ennuis à son grand frère, avant de se trancher la gorge. Pour couronner le tout, il entend les membres du conseil traiter Kless de bon à rien, ce qui pousse sa colère à son paroxysme. Helk libère alors une aura de ténèbres si terrifiante que tout le monde en tremble d'effroi. À cet instant, il ressemble à un véritable monstre. Mais c'est Alicia qui parvient à le ramener à la raison. En larmes, elle s'excuse, pensant que sa lame est responsable de leur tragédie. Helk veut désespérément lui dire que ce n'est pas sa faute, mais il s'effondre, inconscient, alors que les guerriers éveillés se déchaînent autour d'eux. Dans son sommeil, Helk se rappelle l'époque où il s'était battu contre des nobles pour protéger Kless. Alors qu'ils rentrent ensemble, il lui demande ce qu'il veut manger. Mais Kless s'est volatilisé. De retour chez lui, seule la vision d'horreur de tout à l'heure défile devant ses yeux. Il s'en veut terriblement d'avoir toujours fait de grands discours moraux, alors qu'au final, il s'est avéré incapable de protéger son propre frère. Helk finit par se réveiller après un long coma, totalement désorienté et ignorant où se trouvent ses compagnons. En rampant hors d'une caverne, il tombe sur 2 chasseurs de primes à ses trousses. Il surprend leur conversation et apprend que ses compagnons se sont battus jusqu'à la mort uniquement pour lui permettre de fuir. Les souvenirs lui reviennent peu à peu, et il réalise qu'il a assisté à leur trépas alors qu'il était à moitié conscient. Bien que les 2 mercenaires se moquent de lui, il ne trouve rien à redire. C'est vrai, il est resté impuissant pendant que ses amis se sacrifiaient. À quoi bon posséder une force capable de terrasser des centaines de monstres, s'il ne peut même pas protéger ceux qu'il aime? Mais soudain, il surprend une autre nouvelle, ses compagnons sont toujours en vie, enfermés en cellule en attendant leur exécution publique. Comprenant qu'il a encore une chance, Helk retrouve espoir et se remet aussitôt en route. Autrefois, quand Alicia l'avait recruté dans son escouade, elle avait tout de suite vu en Helk un homme dévoué, prêt à tout pour ses alliés et qui ne se décourageait jamais. Il gardait toujours le sourire, apportant une immense dose d'ondes positives à tout le monde. De retour dans la capitale, Helk se retrouve traqué par les soldats locaux qui convoitent sa prime. Mais il n'en a que faire et balaie sans le moindre effort tous ceux qui osent se mettre en travers de son chemin. Tout en courant, les bribes de souvenirs de son évanouissement lui reviennent en mémoire. Tous ses compagnons avaient choisi de rester en arrière pour gagner du temps et lui permettre de s'échapper. Zeljon avait d'ailleurs supplié le jeune homme au manteau blanc de retrouver Helk et de lui demander pardon de sa part, pour avoir laissé la situation dégénérer à ce point. Bien que sa blessure se soit rouverte, Helk continue d'avancer. Face à lui se dressent les guerriers éveillés et leur commandant. Sans une once d'hésitation, Helk se rue directement sur le chef ennemi. Ce dernier s'avère agile et réplique. Helk encaisse volontairement un coup dans sa blessure pour mieux lui attraper la tête et lui infliger un violent coup. Mais l'autre tient bon et repart à l'assaut. En plein combat, Helk repense à Alicia qui est restée à ses côtés jusqu'au bout, renforçant sa détermination à ne rien lâcher. Finalement,
il massacre à lui seul toute la horde d'éveillés. Une fois ces monstres réduits en poussière, Helk reprend sa route. De son côté, Alicia est sur le point d'être exécutée en public. Le commandant qu'elle avait humilié la dernière fois, toujours rancunier, attend ce moment avec un plaisir sadique. Il lui demande ironiquement ce que ça fait d'être insultée par les personnes même qu'elle a sauvées, ajoutant que ses compagnons la rejoindront très bientôt dans la tombe. Elle veut implorer leur grâce, mais elle sait bien que c'est peine perdue. Pourtant, au moment crucial, le bourreau manque sa cible, étouffé par une pression écrasante. C'est elle, l'aura sombre et dévastatrice de Helke qui s'étend jusqu'ici. Et le voilà qui apparaît enfin, se dressant devant les portes de la place d'exécution. Pris de terreur face à cette puissance, la foule se prend la tête entre les mains. Helk attrape le commandant par la gorge et lui demande si c'est lui qui a fait du mal à ses amis. Le lâche rejette la faute sur le peuple, tandis que les citoyens terrifiés le désignent en retour. Fou de rage. Devant cette lâcheté, Helk le projette au loin et libère Alicia. Son plan est de l'emmener dans le monde des démons pour y refaire leur vie avec leurs compagnons. Mais Raphaël surgit alors, admettant que Helk dépasse de loin toutes leurs prévisions. Il a beau avoir réussi à garder espoir, il a perdu la partie en revenant ici. Une étrange tempête de neige commence à tomber, et Raphaël lui annonce que le rituel de mutation du grand sage vient d'être activé. La mort de Kless n'aura servi à rien, elle n'a pas pu empêcher le sort de s'accomplir. La population commence alors à muter. Raphaël lui explique que contrairement à Helk et Kless qui se sont éveillés naturellement, cette mutation forcée est insupportable pour le corps humain. Leurs physiques vont se métamorphoser de façon monstrueuse tandis qu'ils perdront toute conscience. Sous les yeux de Helk impuissant, Alicia commence elle aussi à montrer des signes de mutation. Il a beau essayer, il ne peut pas la protéger de cette neige maudite qui va bientôt recouvrir l'ensemble des habitants du royaume, pour les changer en marionnettes au service du roi. Raphaël lui conseille de fuir s'il veut éviter d'avoir à combattre ses anciens alliés. Helk prend Alicia dans ses bras et s'enfuit, cherchant désespérément un abri hors de portée de la neige, mais elle lui murmure que c'est déjà trop tard, et qu'il doit l'abandonner pour se sauver. Helk refuse de s'y résoudre, mais le corps d'Alicia commence déjà à se transformer. Horrifiée à l'idée qu'il puisse la voir sous cette forme monstrueuse après sa mutation, elle le supplie d'utiliser la lame brisée pour l'achever. Mais il s'y refuse de tout son être. Tout ce qu'il veut, c'est qu'elle vive. Même si elle doit muter. Craignant qu'il ne la reconnaisse plus après sa transformation, elle l'écoute lui jurer qu'il la retrouvera toujours, peu importe son apparence, et l'implorer de ne pas abandonner si facilement. Cédant à ces mots, Alicia lui demande alors une dernière faveur, sourire, car elle adore son sourire, et elle aimerait qu'il lui sourie à nouveau le jour où ils se retrouveront. Aujourd'hui, avec le recul, Helk s'en veut d'avoir été si égoïste en refusant de l'achever. Raphaël lui répète d'ailleurs qu'il a été bien stupide de ne pas respecter la volonté d'Alicia. Plus tard, Helk recroise Zelgon sous sa forme humaine. Mais bien que ce dernier ait conservé son esprit et son apparence d'origine, il s'est laissé corrompre par son nouveau pouvoir, perdant toute la bonté qui le caractérisait autrefois. Vermilio pense qu'en éliminant le roi, ils résoudront le problème des héros, mais Helk y avait bien sûr déjà songé. Il s'était de nouveau retrouvé face au grand sage, qui lui avait expliqué que les guerriers éveillés ont besoin du pouvoir de manipulation du roi pour être contrôlés. Si le souverain venait à mourir, ses soldats décérébrés deviendraient incontrôlables et finiraient par massacrer tout sur leur passage. Hors de lui, Helk s'était jeté sur le sage pour le frapper, mais en vain, car l'autre esquivait sans cesse. Il lui avait également révélé que Kless n'est pas mort, il est dans un état végétatif. Comme l'épée brisée ne l'avait pas complètement tué à l'époque, le sage a pu le sauver pour s'en servir afin de nourrir ses abominations en bas. Fou de rage, Helk a déchaîné toute sa puissance, coupant le sage en deux d'un seul coup de lame d'énergie. Mais ce dernier a survécu et, sachant que Helk représentait toujours une terrible menace, il a lancé un sort de téléportation pour l'envoyer très loin. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé dans le monde des démons. Il s'en voulait terriblement, dévasté de n'avoir pu sauver personne. Alors que Vamirio se demandait s'il aurait la force d'affronter ses anciens compagnons, Helk lui a confié qu'il ne se battait pas seulement pour éradiquer l'humanité, mais aussi pour protéger le peuple des démons. En effet, lorsqu'il a atterri ici, c'est Kenros qui l'a trouvé et l'a ramené dans sa ville. Là, bas, les habitants se sont montrés d'une immense gentillesse avec lui, même en sachant qu'il était le frère du héros qui avait tué le roi démon. Comprenant enfin cette seconde raison qui le poussait à se battre, Vamirio le voit alors lui confier à nouveau son épée et lui demander une faveur. S'il venait à perdre le contrôle sous le coup de la colère, il ne ferait plus la différence entre alliés et ennemis. Il supplie donc Vamirio d'utiliser l'épée sacrée pour l'achever s'il venait à devenir incontrôlable, et à menacer les démons. Au départ, il comptait demander cela à Azudora, pensant qu'un des 4 rois célestes serait plus digne de confiance, mais pour l'instant, il n'a que Vamirio à ses côtés. C'est là qu'elle décide de se révéler et de lui avouer qu'elle fait elle aussi partie des 4 rois célestes. Elle accepte l'épée brisée et lui conseille de ne pas se battre en pensant à la mort, mais plutôt de lutter avec la ferme intention de survivre. Reboosté, Helk retrouve le moral. Pendant ce temps,
on fait la connaissance d'une jeune fille nommée Harupi, un membre de l'équipe de recherche envoyée par Asudora. De leur côté, le groupe de Vamirio décide de prendre le train pour rentrer au plus vite. Le train arrive rapidement à quai et tout le monde monte à bord. Pendant le trajet, Helk et Vamirio s'installent pour faire une partie de cartes, tandis que Pee-wee se faufile jusqu'à la cabine du conducteur. Là, il tombe sur Harupi par hasard, et ils se saluent gentiment. Un peu plus tard, alors qu'ils approchent d'une ville, Vamirio réduit en cendres un monstre redoutable qui semait la terreur dans les environs. Elle ramasse une pierre laissée par la créature avant de reprendre sa route. Plus tard, le trio rencontre le maire de la ville, qui leur explique qu'un monstre terrifiant rôde dans les parages ces derniers temps, et que tous ceux qui ont tenté de l'affronter ont échoué. Il ajoute qu'il a engagé de fiers guerriers qui doivent arriver demain pour régler le problème, et conseille donc au groupe de fuir au plus vite s'ils tiennent à la vie. Mais Vermi lui annonce qu'elle s'en est déjà occupée. Incrédule, le vieil homme l'accuse de mentir, mais des guerriers de passage lui confirment que la bête est bel et bien morte, ce qui pousse toute la ville à improviser une grande fête. Alors que le groupe de Vermi profite du banquet, Harupi les retrouve et leur explique que, justement à cause de ce monstre, elle est la seule de l'équipe de recherche à avoir pu arriver jusqu'ici. Apprendre qu'Asudora et ses troupes vont bien rassure grandement Vermi. Elle sait que Harupi ne pourra ramener qu'elle et Pee-wee, laissant elle que derrière, mais elle se doute bien qu'Asudora avait déjà tout prévu. Harupi sort alors une lettre d'Asudora dans laquelle il leur demande d'attaquer le château du Sud. De son côté, Asudora ordonne à On de mener des combats de harcèlement, car ce n'est pas à eux de s'occuper du roi. Cette lourde tâche reviendra à notre fameux duo de choc. Les guerriers éveillés reviennent à la charge pour attaquer l'armée des démons, mais ils se font corriger à chaque tentative. Kenros tente de proposer une réconciliation, mais Edil refuse net, affirmant détester les bavards. C'est alors que Yura entre en scène, elle avoue détester elle aussi les moulins à paroles comme Kenros, mais, ce qu'elle déteste par-dessus tout, ce sont les minables qui se cherchent des excuses, comme ce faible d'Edil. D'un coup net, elle lui tranche à nouveau les ailes, mais un archer posté en retrait là-bas aussitôt pour qu'il puisse ressusciter plus vite. Pendant ce temps, on commence à douter du plan d'Asudora, car personne ne sait quand ils retrouveront Vermi, ni si Helk acceptera de la suivre. Mais Asudora a déjà pensé à toutes les éventualités, et s'il maintient ce statu quo, c'est aussi pour glaner des informations, car il sent la présence d'un individu doté d'une puissance équivalente à celle de Helk chez les humains, et seul un tel monstre aurait pu vaincre le défunt général de ce château. Pour l'instant, ils doivent attendre les rapports d'Asta. De son côté, la jeune espionne trouve sa mission d'infiltration plutôt facile, le château regorge d'issues sans surveillance, et les marchés débordent de provisions de longue conservation qu'elle n'a qu'à se servir. De plus, la garde est si lâche qu'elle en est presque inexistante. En revanche, glaner des secrets s'avère compliqué car très peu de soldats sont capables de s'exprimer correctement. Alors qu'elle se faufile dans une ruelle, elle sent quelqu'un approcher et se cache rapidement dans un recoin. C'est l'escouade d'Edil, qui passe par là, en plein débriefing pour leur prochaine attaque. Mais après quelques échanges, l'archer se méfie soudain et ordonne au groupe de ne pas divulguer leur plan de bataille à la légère. C'est alors que le soldat, encapuchonné, décide sur un coup de tête de tout cramer dans le secteur, forçant Asta à décamper en vitesse. Elle s'éclipse discrètement et, en l'entendant dire que ce n'était qu'une blague, elle baisse un instant sa garde, avant que de vraies flammes ne jaillissent, l'obligeant à reculer précipitamment et à faire une chute en contrebas, là même où Kless est utilisée pour incuber des œufs. Heureusement, elle atterrit sur cette masse molle et ne se blesse pas, mais l'arrivée de garde l'oblige à se glisser dans un conduit étroit. Elle descend ensuite dans les égouts et utilise ses lunettes de vision nocturne pour chercher une issue. Sentant un léger courant d'air, elle comprend qu'un passage secret se cache derrière la paroi et l'ouvre. Elle découvre une pièce remplie de vieux registres et se dit qu'elle pourrait s'en servir de cachette à l'occasion. Asta reprend sa route, mais alors qu'elle débouche dans un couloir, des soldats approchent, et elle ne parvient pas à rouvrir la porte secrète. Heureusement, ses gardes sont d'une lenteur incroyable, ce qui lui permet de se faufiler dans leurs angles morts pour leur échapper. Plus tard, prise au piège dans un couloir avec des patrouilles arrivant des deux côtés, elle a le réflexe de grimper au plafond pour se cacher. C'est alors que le père de Charami passe juste en dessous et remarque Asta, mais il fait mine de ne rien voir et poursuit son chemin. Asta en profite pour se faufiler par une fenêtre, utilisant ses grappins pour escalader la façade. Mais peu importe où elle tente d'entrer, des gardes l'en empêchent, et alors qu'une patrouille extérieure s'apprête à la repérer, elle n'a d'autre choix que de se réfugier dans une chambre vide. C'est là qu'elle tombe nez à nez avec Charami, qui la prend pour un garçon et lui demande comment elle est entrée. Asta improvise en prétendant être une étrangère qui s'est égarée. Alors qu'Asta s'apprête à s'éclipser, Charami la supplie de rester, confiant qu'elle passe ses journées enfermée ici avec son père pour seule compagnie. C'est alors qu'un garde apporte une collation, Charami cache rapidement Asta avant de récupérer le plateau. C'est seulement après que Charami réalise qu'Asta est une fille et s'étonne de sa présence. Asta, de son côté, se demande bien ce qui cloche chez cette fille,
si insouciante alors que la guerre fait rage au dehors. Elle demande alors à Charami de lui offrir une tasse de café, un stimulant indispensable pour activer sa télépathie. Une fois connectée, Asta manque de tomber à la renverse en apprenant à quel point sa sœur prend des risques inconsidérés. Malgré tout, elle décide de faire confiance à Charami, sentant que cette dernière adore bavarder et pourrait s'avérer être une mine d'or pour obtenir des renseignements. Elle promet de la recontacter dès qu'elle en saura plus, puis elle coupe la communication. De son côté, Vermi retrouve les deux autres membres de l'équipe de recherche et les charge de transmettre un message urgent à Azudora. Il doit impérativement se méfier des humains, car ils sont devenus de redoutables adversaires. Pendant ce temps, les troupes de Zeljon lancent une offensive contre la forteresse d'un autre général démon. Malgré l'effet de surprise, ce château possède une garde si hermétique qu'elle peut repousser n'importe quelle menace en un clin d'œil, rendant toute tentative d'embuscade ridicule. Leurs troupes ne sont composées que de combattants d'élite qui ne fléchiront pas face aux humains. Pourtant, Zelgon reste convaincu que l'humanité a un atout dans sa manche. Juste après, un rapport d'urgence signale une horde de 30 000 monstres déferlant par le sud, escortés par des créatures du Nouveau Monde. Au nord-ouest, 50 000 autres monstres font leur apparition, ce qui pousse le général à comprendre que les humains les ont attirés là. Zeljon révèle alors que l'humanité a trouvé le moyen de générer des nids de monstres, et que ces créatures sont naturellement attirées par les sources de puissance magique, comme ces forteresses protégées par des barrières anti-poison. Le général refuse de croire que les humains maîtrisent un sortilège aussi complexe. Zeljon se souvient alors de l'époque où Kless était parti éliminer le roi démon, et qu'il avait tout fait pour le suivre. En chemin, il était tombé sur le grand prêtre, qui lui avait affirmé qu'en rejoignant Kless, il ne ferait que lui barrer la route. Zeljon s'était dit prêt à sacrifier sa propre vie pour aider le héros, ce qui avait poussé le prêtre à lui montrer sa toute dernière création. Il lui avait alors révélé avoir conçu un sort interdit, avant d'invoquer une bête monstrueuse sous ses yeux ébahis. De retour au présent, Zelgon doit admettre que la défense de ce château est impressionnante, tenant bon même face à 10 000 monstres, mais pour lui, c'est l'occasion idéale d'agir. C'est alors qu'une véritable pluie de flèches s'abat sur eux, ordonnée par nul autre qu'Azudora en personne. Prise de court, l'armée humaine bat de l'aile, offrant aux démons l'opportunité parfaite de contre-attaquer. Le général démon déclare alors que les troupes humaines feraient mieux de s'apprêter à être balayées aux côtés des monstres. Mais Zelgon esquisse un sourire, c'était précisément leur plan. Ils ont attiré Azudora ici pour que le grand sage puisse lancer ses troupes à l'assaut du château que le groupe d'Azudora avait eu tant de mal à reconquérir et à défendre. Sans la présence d'un des 4 rois célestes, la forteresse est plus vulnérable que jamais, et leurs meilleurs guerriers tombent les uns après les autres. Le guerrier chauve a beau déployer toutes ces barrières magiques, il se fait littéralement écraser par le grand sage. Mais alors que ce dernier savoure une victoire qu'il juge d'une facilité déconcertante, Yura surgit et lui entaille le visage, le laissant stupéfait. Il la nargue en lui demandant comment elle espère le vaincre toute seule, ce à quoi elle répond qu'il faut essayer pour le savoir. Le sage enchaîne les éclairs dévastateurs, mais Yura parvient à les esquiver avec agilité. Cependant, au moment où elle s'élance pour frapper, il se déplace instantanément dans son dos et lui inflige un terrible choc magique qui l'envoie directement au tapis. Mais elle a riposté et lui a coupé un bras. Il a admis qu'elle n'était pas comme les autres soldats et a décidé de la prendre au sérieux. Il a ensuite dégainé son épée, et même si son bras a été tranché, il a pu le régénérer. Mais Yura n'avait pas prévu qu'il puisse aussi régénérer son épée, et elle a fini par perdre un bras. Pendant ce temps, Edil, qui affrontait d'autres adversaires, a appris que Yura était là et s'est précipité pour la retrouver. À ce moment-là, elle était déjà épuisée. Le grand sage savait pertinemment que sa capacité de régénération provenait de l'énergie qu'elle avait accumulée. Bien sûr, c'était la même chose pour lui, sauf qu'il débordait encore d'énergie alors que Yura était au bout du rouleau. Edil s'est alors jeté sur Yura pour la combattre, permettant au grand sage de se concentrer sur son objectif d'origine, s'emparer de la pierre de barrière. Alors qu'il venait d'entrer et s'apprêtait à la toucher, les racines d'Azudora ont surgi d'un coup. Le commandant l'attendait là depuis bien longtemps. Du côté de Zeljon, l'Azudora qui s'y trouvait n'était qu'un double. Tout le monde s'est fait mener par le bout du nez. Mais Azudora savait qu'il y avait quelqu'un de bien plus tordu et manipulateur que lui, ce fameux grand sage. Ce type maîtrise la magie de téléportation du Nouveau Monde. C'est aussi lui qui a achevé le roi démon et le général qui ont défendu ce château jusqu'à leur dernier souffle. Le sage a avoué qu'Azudora avait raison, et a traité ces deux-là d'imbéciles pour avoir réclamé la paix jusqu'au bout. Mais Azudora ne s'est pas laissé impressionner et a lancé ses racines à l'attaque. Il a capté le rythme de sa téléportation et l'a chopé par la jambe. Azudora lui a balancé une lance, mais l'autre s'est téléporté pour esquiver avant de répliquer avec un sort. Azudora l'a intercepté sans effort et lui a renvoyé en pleine figure, le laissant dans un sale état. Le sage prétendait que même s'il mourait, il ressusciterait, mais c'était mal connaître Azudora. Le commandant savait très bien que si ce type pouvait revivre si facilement, il se serait montré bien plus tôt. Sans compter que, si ses paroles avaient été vraies,
il aurait cherché à mourir pour s'enfuir dès qu'il avait compris que c'était un piège. Qu'il se rassure, Asudora n'allait pas le tuer tout de suite, mais plutôt le tabasser à mort avant de le jeter au cachot pour l'interroger. Le sage a alors remarqué qu'Asudora n'était plus aussi redoutable qu'avant. Il connaissait l'époque glorieuse d'Asudora. Une époque où 10 royaumes humains et l'empire des démons se livraient une guerre sans fin. Un homme, épée à la main, était le pire cauchemar de l'humanité pour avoir transpercé de ses propres mains 10 grands héros. Et oui, c'était bien Asudora. Évidemment, le commandant ne pouvait pas se souvenir de lui, car à l'époque, il n'était qu'un minable parmi les 100 000 soldats de seconde zone qu'il avait massacrés sans pitié. Mais lui, il gardait cette image bien ancrée en lui, la terreur d'Asudora gravée à jamais dans son esprit. À ce moment-là, il n'avait pu que baisser la tête de peur et faire le mort en attendant qu'Asudora s'en aille. Beaucoup d'autres avaient fait de même, mais ils avaient fini par succomber au poison du monde des démons. Lui a eu la chance de s'éveiller et de s'adapter à ce poison, ce qui lui permettait désormais de vivre éternellement. Pourtant, son but ultime n'était pas de se venger d'Asudora, mais de créer un monde nouveau. Asudora savait bien qu'il projetait d'exterminer presque toutes les espèces. Le sage a ajouté qu'il avait vécu plus de 1000 ans, cherchant et apprenant sans cesse dans l'unique but de se retrouver un jour face à Asudora. Il savait pertinemment que c'était un piège, mais il y est allé pour surmonter sa peur d'Asudora. Désormais, il était convaincu d'être devenu plus fort que lui. Asudora a alors changé d'avis, plus question de le capturer pour l'interroger, il allait l'éliminer sur le champ. Retour sur le combat plein de rancœur entre Yura et Edil. Jusqu'ici, c'était toujours Edil qui se faisait corriger, alors aujourd'hui, il se sentait bizarre de dominer le duel. Pourtant, pour elle, il n'avait pas progressé d'un iota. Même blessé comme elle l'était, il n'arrivait pas à prendre un réel avantage sur elle. À force de se faire battre, Edil avait fini par y prendre goût et ne rêvait plus que d'affronter Yura pour l'éternité. En sortant ces paroles ambiguës qui ressemblaient presque à du flirt, Edil s'est mis à rougir et à bafouiller comme un adolescent amoureux. Yura en est resté bouche bée, sans rien y comprendre. D'une manière ou d'une autre, Edil commençait à retrouver ses propres sentiments. Au lieu d'obéir aveuglément aux ordres du roi pour exterminer les démons, son comportement a changé, comme s'il redevenait celui d'autrefois. Cela prouvait qu'il était tout à fait possible d'échapper au sort de contrôle du roi. De retour à la discussion visant à soutirer des informations, Asuta avait inventé de toutes pièces qu'elle voulait rencontrer le roi et qu'elle avait besoin de renseignements sur lui. Bien qu'on lui ait interdit de divulguer quoi que ce soit sur le souverain, Charuyami a tout de même promis de lui montrer où il se trouvait. Sa seule condition était qu'Asuta l'emmène avec elle, car elle n'en pouvait plus de rester enfermée dans sa chambre jour après jour. Bien qu'elle soit une ancienne connaissance des deux frères héros, Charuyami ignorait totalement ce qui se tramait, qu'il s'agisse de l'éveil des humains qui perdaient leur humanité, ou de la guerre contre les démons. Cette ignorance totale la rongeait d'inquiétude. Elle espérait du fond du cœur pouvoir sortir manger avec Kless et Elk comme au bon vieux temps. Peinée de la voir dans cet état, Asuta a été touchée et lui a promis de l'emmener voir Elk plus tard, pour déguster un bon petit plat préparé par ses soins. Pour l'instant, Asuta allait l'aider à s'enfuir vers la ville basse, sous le château. Durant leur fuite, Charuyami a révélé un talent incroyable, montrant non seulement une agilité exceptionnelle, capable de franchir les murs d'un bond, mais aussi un pouvoir unique. Un don réservé à ceux qui s'éveillent naturellement, consistant à diffuser divers types de magie sur une large zone. Le tout à travers un voile de neige. C'est là qu'Asuta a compris que la jeune fille qu'elle escortait était une pièce maîtresse, capable de faire basculer l'issue de la guerre contre les humains. Soudain, l'esprit de Charuyami a commencé à s'embrouiller. Charuyami a réclamé de rentrer dans sa chambre, ne comprenant plus ce qu'elle faisait là. Au même moment, quelqu'un approchait, poussant Asuta à fuir. Par un étrange coup du sort, toutes les deux se sont retrouvées par hasard dans les appartements du roi. Aussitôt, le roi a pris le contrôle de Charuyami pour attaquer l'intruse. Mais le père de la jeune fille est intervenu à temps pour empêcher le souverain de manipuler sa fille à sa guise. Il a tout de suite reconnu en Asuta le démon qui s'était infiltré dans le château la fois précédente. Se sachant prise au piège, Asuta a tenté le tout pour le tout en essayant d'assassiner le roi, espérant ainsi mettre un point final à cette guerre. Mais avec le père de Charuyami dans les parages, son plan n'avait aucune chance de réussir. Elle s'est fait maîtriser en un clin d'œil par les soldats éveillés. Le père de Charuyami l'a alors mise en garde, tuer le roi serait une grave erreur, car privé de son contrôle. Les humains éveillés se transformeraient en monstres assoiffés de sang, semant le chaos sans distinction. Certes, la mort du souverain stopperait l'invasion du royaume humain, mais cela libérait un fléau bien plus terrifiant encore. En gros, le monde des démons était condamné à la destruction, d'une manière ou d'une autre. Pour en revenir au duel acharné entre Asudora et le grand sage, bien que ce dernier ait été réduit en miettes à d'innombrables reprises, le vieil homme refusait obstinément de mourir. Pour renverser la vapeur alors qu'il frôlait la défaite, il a détruit les talismans maintenant le contrôle du roi sur les soldats éveillés, les faisant instantanément muter en abominations, qui héritaient de la puissance du nouveau monde. Si Asudora n'aurait fait qu'une bouchée de quelques monstres isolés,
faire face à la mutation de toute l'armée éveillée s'annonçait particulièrement complexe. Il craignait que pendant qu'il retenait le sage, l'armée des démons ne tienne pas le coup. Azudora a donc ordonné un repli général vers le château pour limiter les pertes. Seul, il allait retenir toutes les créatures du Nouveau Monde ainsi que le grand sage. Mais il finirait inévitablement par atteindre ses limites. Une fois l'armée démoniaque partie, la horde de monstres a déferlé au pied du château. Alors qu'une créature s'apprêtait à achever Yura, Edil s'est interposé pour lui sauver la vie. Edil s'était sincèrement attaché à elle au fil de leurs innombrables duels, et il refusait de la voir mourir. Alors qu'il guettait le bon moment pour éliminer Azudora, le sage a remarqué qu'Edil avait développé une force mentale capable de briser son contrôle. Un sourire sinistre s'est dessiné sur ses lèvres. Quant à Edil, le fait de retrouver ses émotions lui avait évité de muter. Mais voir ses propres compatriotes ainsi manipulés et transformés en bêtes immondes lui laissait un goût amer. Sachant qu'Azudora luttait toujours en bas du château, Yura a demandé à Edil de l'y amener. Ravi de pouvoir rendre service à l'adversaire qu'il respectait tant, le jeune homme a accepté sans hésiter. C'est alors que le sage a surgi à nouveau pour les attaquer. Conscient que même en unissant leurs forces, ils n'avaient aucune chance de l'emporter, Edil a supplié Yura de s'enfuir. Le sage, de son côté, avait prévu depuis longtemps qu'un tel scénario se produirait avec Edil. Il avait donc préparé une contre-mesure spéciale, un sortilège capable d'effacer toute force mentale. Refusant d'abandonner celui qui venait de lui sauver la vie, Yura s'est interposée au péril de sa vie. Malheureusement, elle s'est fait attraper à son tour. Rassemblant ses dernières forces, Edil a réussi à trancher le bras du sage pour la libérer. Profitant de cette ouverture, Yura l'a lardé de coups jusqu'à le réduire en pièces. Mais le vrai problème, c'était qu'Edil perdait peu à peu le contrôle de lui-même. Tant qu'il avait encore les idées claires, Edil s'est excusé et a supplié Yura de rester en vie, convaincu qu'un jour ou l'autre, Elk viendrait mettre un terme à toute cette folie. Totalement submergé par cette force destructrice, Edil s'est envolé pour exécuter les ordres de son manipulateur, éliminer Azudora, qui était déjà bien occupé à repousser les vagues de soldats éveillés hors de contrôle. Même s'il n'avait pas atteint son but initial et qu'il avait dû sacrifier ses troupes immortelles, le sage s'estimait plutôt satisfait d'avoir pu écarter Azudora, l'un des plus grands obstacles à l'avènement de son nouveau monde. Désormais, la seule entrave sur sa route n'était autre que Elk, l'éveillé doté du pouvoir du héros le plus puissant. S'il savait qu'il ne pourrait pas le battre loyalement, ses innombrables coups bas allaient lui faciliter la tâche pour le neutraliser. La souffrance et l'angoisse des humains, il les tient déjà au creux de sa main depuis bien longtemps. Face à la dure réalité de devoir éliminer ses anciens compagnons, Elk finira forcément par se laisser déborder par ses émotions. Mais revenons-en au voyage de notre drôle de quatuor vers le royaume des humains. À mesure qu'il s'enfonce dans des territoires de plus en plus infestés de monstres, les talents de détection de Happy vont s'avérer cruciaux. Comme ils vont énormément dépendre d'elle, elle est toujours prioritaire pour se reposer et récupérer ses forces. De son côté, Vermilio a l'intention de se rendre dans une base militaire au sud du pays des humains pour faire le plein de ressources. Ils savent bien qu'en unissant leurs forces, ils parviendront à éliminer le roi. Le véritable problème, ce sera de nettoyer toute cette horde de soldats ayant perdu le contrôle. Une guerre impitoyable se profile à l'horizon, et Vermilio refuse que Elk s'imagine pouvoir porter tout ce fardeau tout seul. C'est pour cela qu'elle prend sur elle de s'occuper des soldats allés, lui laissant la tâche de liquider le roi et le sage. Vermilio agit ainsi pour éviter que Elk ne vacille face à ses anciens compagnons d'armes. Le lendemain matin, alors que le groupe de Vermilio approche de sa destination, celle-ci subit une attaque surprise de l'armée allée. Alors que le groupe ne se doute encore de rien, une éclaireuse grièvement blessée arrive en volant pour donner l'alerte. Le chef de cette offensive n'est autre que le père de Charuyami. À l'origine, il était venu ici pour débusquer Elk, mais il ne s'attendait pas à tomber sur cette troupe de démons. Il ordonne alors de tous les massacrer sans laisser le moindre survivant. Vermilio soupçonne fort que cette attaque vise en réalité Elk. Les humains le craignent, alors il cherche à lui faire perdre la raison pour le forcer à abandonner le combat. Même si Vermilio craint que Elk ne perde la raison, elle garde son sang-froid pour continuer à le guider. Et en le voyant déterminé à au moins aller de l'avant, elle se dit qu'il s'en sortira. Plus tard dans la journée, quand Elk a retrouvé Edil dans ce fameux château du roi démon, il est aussi tombé nez à nez avec le sage. C'est pour ça qu'il est resté sous terre aussi longtemps. Pendant ce temps, le sage confie au père de Charuyami qu'il a été bluffé par la force d'Azudra, qui a réussi à le pousser dans ses derniers retranchements. Mais Elk reste la menace numéro 1 à surveiller de très près. Sa rancœur accumulée va lui donner un pouvoir bien supérieur à celui d'Azudra. S'il s'est montré devant Elk la dernière fois, c'était au péril de sa vie, juste pour lui voler un peu de sang et lancer un sort de localisation similaire à celui d'Azudra. C'est grâce à cela que le père de Charuyami a pu localiser sa position et lui barrer la route. Peu après, Elk et Vermilio interceptent l'armée ennemie. Elk s'avance alors pour faire face à l'oncle qui lui avait sauvé la vie. Ainsi qu'Aclès, des années auparavant. L'oncle lui balance carrément qu'il est venu pour le pousser à bout et le mettre hors combat, mais que s'il abandonne et s'en va, rien de fâcheux ne lui arrivera.
Il reste persuadé que, peu importe ce qu'il fait, il n'y aura aucun avenir paisible possible entre lui et ses anciens compagnons. Helk n'a qu'à s'exiler quelque part pour vivre caché toute sa vie, personne ne lui jettera la pierre et il ne souffrira plus jamais. Mais Helk reste ferme sur ses positions et compte l'affronter de toutes ses forces. L'oncle déclare alors la guerre et ordonne à ses soldats de charger. Vermilio entre aussi en scène pour alléger le fardeau de Helk, et celui-ci accepte son aide avec une confiance totale. Elle se jette alors sur l'oncle, qui sait pertinemment que s'il l'élimine, Helke va définitivement perdre la tête. Elle évite une attaque de justesse, faisant frémir Helke, mais Vermilio lui lance de ne même pas imaginer qu'elle puisse mordre la poussière. Il sait parfaitement à quel point elle est forte, alors il ferait mieux de se focaliser sur ses propres adversaires. Sur ce, elle invoque des esprits de feu pour l'épauler. L'oncle se demande bien qui est cette fille pour réussir à apaiser Helke aussi facilement. Soudain, une flèche frôle Vermilio. Sentant qu'elle visait Helke, elle l'avertit de faire attention. Helke l'attrape en plein vol, et le tireur est forcément quelqu'un qu'il connaît bien. Comprenant que c'est un proche de Helke, elle doit en plus gérer les soldats que l'oncle a lancés sur elle. Elle dit alors à Helke de se concentrer sur son combat pendant qu'elle s'occupe du sien. Elle déchaîne ses flammes pour repousser la horde, puis recule d'instinct juste avant que l'oncle ne s'interpose. Tout en s'affrontant, chacun affirme être celui qui comprend le mieux Helke. Pendant ce temps, Helke s'est approché de la jeune fille. Armée de son épée brisée, elle se rue sur lui, mais il se contemple de bloquer l'attaque en lui souriant comme promis. C'est bien elle, il a reconnu son Alicia. L'oncle fait alors remarquer à Vermilio qu'une aura noire de désespoir envahit le champ de bataille. C'est le comble de la douleur et de la détresse pour Helke. Le calvaire de devoir achever de ses propres mains celle qu'il aime. Retirant le casque d'Alicia, il lui demande pardon pour son égoïsme d'autrefois, et décide de la libérer en mettant un point final à tout cela. Helke sort son épée tandis que Vermilio se précipite pour l'empêcher de commettre l'irréparable, mais l'oncle lui barre la route. Selon lui, elle devrait laisser Helke mettre fin à son propre calvaire, ce qui le poussera inévitablement à perdre le contrôle. Mais Vermilio fonce, sort sa véritable épée sacrée pour entailler le visage de l'oncle et le dépasser. Constatant que Helke s'est un peu calmé après avoir remis son épée, Vermilio s'approche de lui et commence à lui remettre les idées en place. Elle veut sauver l'humanité avec lui, pas l'anéantir. De plus, Edil comme Alicia montre des signes de lucidité au lieu de perdre complètement la tête et de s'oublier comme l'autre fou. Elle parvient à convaincre Helke, et peut désormais se battre l'esprit léger, sans aucune hésitation. Elle repense au conseil de la sorcière qui l'avait poussée à faire le bon choix, et elle est convaincue que c'est sa propre voie. Car si elle l'aidait à rayer l'humanité de la carte, Helke ne sourirait plus jamais. Mais en l'aidant à les sauver, il retrouvera sa joie de vivre, ce qui la soulagera elle aussi. L'oncle qualifie ses paroles d'illusion, affirmant que ses soldats sont perdus à jamais. Pourtant, Vermilio rétorque que rien ne prouve qu'il soit incurable. Si une tentative échoue, on réessaiera autant de fois qu'il le faudra. Mais l'oncle leur annonce alors que leur château est tombé, qu'Azudra a péri, et que ses propres troupes ne cessent de ressusciter. Dans ces conditions, les démons ont-ils encore la moindre chance de l'emporter? Sauf que pour Vermilio, Azudra a la peau dure et il ne mourra pas si facilement. Elle a déjà entendu cette rumeur de sa mort un nombre incalculable de fois, et pourtant il est toujours là. Tant qu'elle ne l'aura pas vu de ses propres yeux, elle n'y croira pas. Et en effet, Azudra est bien vivant. Vermilio dit donc à Helke de ne pas s'en faire pour lui. L'oncle commence à deviner l'identité de la jeune fille, tandis que Helke décide de passer à l'action. Mais l'oncle fait demi-tour et bat en retraite, avant d'ajouter que peu importe leurs efforts, ils finiront par comprendre que tout est vain. Vermilio s'excuse d'avoir bousculé ses résolutions, mais Helke, loin d'être fâché, la remercie d'avoir rallumé en lui l'espoir de sauver tout le monde. Le lendemain matin, Azudra reprend conscience. De son côté, Vermilio a dépêché un messager pour lui transmettre un rapport. Quant à elle, elle s'apprête à se rendre au château qui vient tout juste d'être pris pour cible par l'ennemi. Ista informe Azudra que Vermilio est saine et sauve et qu'elle sera bientôt de retour. Tous les détails concernant la destruction de leur base sud ont été consignés par Vermilio dans sa lettre. Azudra est ravie d'apprendre qu'elle veut sauver l'humanité, alors que le groupe de Vermilio voit déjà une escorte arriver. Elle s'enquiert de l'état d'Azudra et est soulagée d'apprendre que, malgré ses innombrables blessures, il pète la forme. Totalement rassurés, Vermilio et Helke peuvent désormais poursuivre leur route vers le château du roi démon l'esprit tranquille. Le périple d'Helke est loin d'être terminé, mais il faudra attendre la saison 2 pour en découvrir la suite. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine.